Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien, j'espère que mon micro marche bien parce que du coup je viens de perdre dans l'oreille, avant je l'avais, si tu peux me le remettre. C'est parce que tu saturais en fait, t'as trop crié. Ah c'est parce que je saturais, je ne m'entends que quand je sature, ça doit être ça. Merci beaucoup Sylvain à la régie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien, on est le 6 février 2018, il est 14h30 et il neige. Breaking news. Voilà, breaking news, il neige. Le saviez-vous? Voilà, vous me direz, on s'en branle et vous n'auriez pas tort. Ceci étant, il n'est pas impossible qu'on ait une question au gouvernement sur le sujet, puisque il y a plusieurs départements qui ont été placés en vigilance orange. Et il y en a même 22 départements dans lesquels il y a le plan grand froid. Et je trouve ça très drôle d'ailleurs, je viens de percuter qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Grand Froid dans le chat, ça me fait toujours rire. Mais voilà, donc on pourra en parler peut-être cet après-midi dans le cadre des questions au gouvernement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Je suis très content de vous retrouver pour cette reprise des questions d'actualité au gouvernement qui vont commencer, je le rappelle, à 15h. De 15h à 16h, on va donc écouter nos députés poser des questions à notre gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il fout. Ce gouvernement, quel est son projet? Quel est son projet finalement? Quel est son projet? Donc voilà, donc soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Bonjour Fusion, bonjour Uberdosis, bonjour Pinage, bonjour Fimat, pardon. Salut Perceval, salut J-Marc, salut Fanny, salut Zelos, salut Wasabi, salut Pouzou, salut Julie, salut Croque Mignon, salut Firewalls, pardon. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Je me permets de saisir l'opportunité, j'ai mis à jour Moobot fin de semaine dernière je crois, et il vient d'appliquer sa modération pour la première fois, je pense que je vais annuler cette fonctionnalité. Voilà. Oui, parce que du coup c'est Che qui vient d'en subir les conséquences, Che qui vient de se faire delete un message automatiquement. Voilà, Sylvain est en train de faire des réglages sur ce qu'on appelle Moobot, c'est un comment dire? C'est un robot. Oui, c'est un robot, merci Sylvain. C'est un modérateur, voilà, c'est un modérateur automatique qui est encore plus vénère que Fanny. C'est la version fasciste de Fanny. Donc voilà, effectivement Sylvain, il faut que tu fasses 2-3 réglages. Ce sera fait pour éviter ce genre de situation. Voilà. On est. mais c'était des caps lock, c'est pour ça. Oui, non, c'est ça, c'était des caps. Ah bah voilà. T'avais pas vu? Il fallait pas qu'il le fasse. De quoi, Che ou le... Che. Pas de caps lock ici. Mais ouais, alors c'est interdit les caps lock, mais on a toujours une espèce de tolérance. Parce que là, du coup, Moobot, dès que vous allez mettre des trucs en majuscule, il va vous... Non, la tolérance, on sait ce que ça fait. on leur donne ça, ils prennent ça, c'est bon. Regarde, il y a Gultix qui est en train de te troller, qui fait des tests. Ouais, Gultix, y a pas de problème. Enfoiré. Alors peut-être que les subs ont plus de privilèges parce qu'ils donnent de l'argent. Ah, tu crois? La corruption, on la pratique beaucoup ici. Ah, Fimat a été... Ah non, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de passe droit. Bon écoutez, hein, on va faire des réglages. Oui. À propos de réglages, au moment où on a commencé à préparer la salle là, avec Sylvain pour cette émission, il y a les éclairages principaux qui ont pété. Alors pas les éclairages, pas les light studio qu'on utilise pour éclairer le fond vert, etc. Mais les éclairages principaux. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que la lumière est un peu différente de d'habitude. Donc il va falloir qu'on joue les électriciens et qu'on change des ampoules. Donc vous vous en foutez complètement, hein, mais mais pour nous ça va nous rajouter du taf. Ça veut dire beaucoup. Voilà, les éclairages sont pros, merci beaucoup J-Marc, ça fait super plaisir. Avant qu'on aille un peu plus loin, notamment dans la préparation de l'émission sur les QSG, certains d'entre vous l'ont appris la semaine dernière, il y a eu des mouvements au sein d'Acropolis et de son équipe, puisqu'un certain nombre de membres de l'équipe ont décidé d'arrêter l'aventure là. Il s'agit de Jennifer, de Valentine, d'Alexandre, de Florian et de Théo, qui ont pris cette décision lourde. Ils nous l'ont annoncé. Ils ont choisi d'arrêter leur collaboration avec Acropolis. On est triste, ils le sont aussi, je vous le rassure, on aurait tous voulu que ça se passe différemment, mais ça s'est passé comme ça. C'est pas un moment rigolo pour Acropolis, mais c'est une étape et c'est important que chacun se sente à l'aise dans ce projet et qu'on trouve les bonnes manières de fonctionner, ce que jusqu'à présent on n'avait pas réussi à trouver. Et quand je dis jusqu'à présent, je vous rassure, on est encore en train de progresser. Donc voilà, nous enfin eux et nous, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas
il n'y a pas de rancœur, on est très reconnaissant et on leur a dit à toutes ces personnes-là pour tout ce qu'elles ont fait pour Acropolis, parce qu'elles ont fait des très belles choses et ça c'était chouette et on a adoré travailler avec elles à ces moments-là. On leur souhaite le meilleur pour la suite parce que je crois en plus qu'ils sont en train de monter un projet de leur côté et donc voilà, donc je leur souhaite vraiment le meilleur et je le leur ai dit, etc. Donc voilà. Acropolis est donc en train de vivre des changements. Alors c'est beaucoup de changements en back-office, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas, parce que vous, ce que vous voyez, c'est nos streams. Mais nous, on est en train de faire un long travail qui a commencé il y a plusieurs semaines de structuration, organisation, professionnalisation, même si ce mot est très empreint de beaucoup de choses. On est en train d'organiser ce projet qui en est à sa 2e année et demie d'existence. Et tout a toujours beaucoup changé dans le projet Acropolis. Donc voilà, donc c'est un projet qui va de l'avant et parfois il passe par des étapes qui sont pas très rigolotes et c'est un peu le cas. Voilà, je sais pas si vous avez des questions en particulier. On va pas traiter de ce sujet-là. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur le Discord d'Acropolis et d'en parler avec les personnes qui voulaient en parler, qui avaient des questions. Il y avait des personnes qui étaient inquiètes, qui étaient inquiètes sur le fait que c'était peut-être la fin d'Acropolis. La réponse est non, c'est pas du tout la fin d'Acropolis. Acropolis continue, il y a une page qui se tourne, Acropolis continue, va de l'avant et va continuer à progresser et à essayer de vous offrir le meilleur de ce qu'on peut vous offrir, donc de nouvelles émissions, de nouveaux visages, de nouvelles têtes, et tout ça dans les meilleures conditions possibles, pour que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde s'y épanouisse, que ça marche bien, que tout ça. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, moi je suis prêt à y répondre. Voilà, il y a ce qui va changer du coup pour vous, et j'en suis aussi désolé, c'est que du coup vous allez avoir moins d'émissions évidemment dans les semaines qui viennent et peut-être dans les mois qui viennent. Vous allez essentiellement avoir les émissions auxquelles vous étiez habitués que je présente. Donc c'est les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, vous allez avoir les conférences de presse de sortie du Conseil des ministres le mercredi, les libres antennes, les Inside Acropolis, on va voir avec Sylvain si on les reprend du coup tous les deux très probablement. Il y aura Acropolir, l'émission de Yann. Voilà, mais pour l'instant, il n'y aura plus malheureusement d'émissions spécifiques sur les sujets européens, sur les sujets diplomatiques et sur l'actualité de l'Assemblée nationale et sur le Canada. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, il y a Lubu qui dit dans le chat. D'ailleurs, en parlant du Discord, il s'y passe des trucs cool et il y a des discussions intéressantes sur les sujets d'actualité, notamment politiques. Alors n'hésitez pas à y venir et ne soyez pas perturbés si vous voyez du flou d'émoticônes. Il sert de garderie à mi-temps aussi. Absolument, Luby, tu as parfaitement raison de le rappeler et je ne le rappelle pas suffisamment en live. Le Discord d'Acropolis est un lieu pour vous. C'est votre lieu à vous, c'est le lieu de la communauté et c'est un lieu, comme tu le dis, sur lequel il y a des discussions hyper intéressantes, des débats, des discussions, des échanges d'arguments, des échanges de liens, d'articles, etc. C'est vraiment un bel endroit. Voilà. On peut faire un stropole pour virer l'émission de Yann qui est naze kappa. Putain, Charles Maurice, tu files un mauvais coton. Voilà, courage à eux en tout cas pour la suite. Absolument, courage à eux, courage à nous, courage à tous. Et voilà. Mais l'enjeu c'est vous, hein. L'enjeu c'est de vous proposer à vous des émissions qui vous plaisent et tout. Et c'est ça qui est cool. Quelle est l'équipe actuelle d'Acropolis maintenant? Bah justement le mot équipe est un mot qu'il faut qu'on redéfinisse. On est en train d'y travailler avec Sylvain, on est en train de faire tout un travail de réorganisation, enfin de réorganisation, non même pas, de redéfinition du projet Acropolis. Et donc voilà, quelle équipe qui participe à Acropolis, à quel niveau, en y attendant quoi, etc. Ça fait partie de toutes les choses qu'on est en train de remettre à plat depuis quelques semaines. Donc ça va demander un peu de temps, et donc je vais vous demander de nous accorder un peu de temps, le temps de, alors là je cherche un jeu de mots débile, le temps du progrès. Le temps passe. Le temps passe, se passe, enfin bref. Donc voilà, dans les semaines qui viennent, vous allez retrouver l'Acropolis auquel vous étiez habitué il y a plusieurs années, c'est-à-dire avec essentiellement mes émissions, mais croyez bien qu'avec Sylvain on travaille, pas qu'avec Sylvain d'ailleurs, on travaille à essayer de vous proposer de nouvelles émissions, et ça va être cool. Voilà. Allez, j'en arrête pour ce sujet-là. On a plein de trucs à se dire d'ici la séance de questions d'actualité au gouvernement, parce qu'il va se dire plein de trucs dans cette séance. L'actualité est assez charrette, Vous me direz comme d'habitude, même si il nous est arrivé d'être surpris par les députés.
sur les sujets qu'ils abordent, etc. Dans l'actualité, en tout cas de ce que j'ai noté et des sujets qui peuvent éventuellement sortir dans les questions d'actualité au gouvernement cet après-midi, il y a ce sujet de la neige, donc le plan grand froid la vigilance orange. Alors ça c'est des choses, j'espère que si un ministre répond à une question au gouvernement, il pourra être un peu pédagogue sur cette question-là parce que c'est souvent des trucs très administratifs que les Français comprennent pas vraiment. Mais par exemple quand on dit déclenchement du plan grand froid, pour le quotidien de la majorité des gens qui habitent dans le département en question, ça change pas grand-chose. En fait, là où ça change beaucoup, c'est dans l'organisation et la structuration des services administratifs. En gros, le déclenchement d'un plan grand froid, ça veut dire que les casernes de pompiers, les commissariats, les hôpitaux, l'académie de l'éducation nationale, etc. rentrent dans un mode de fonctionnement un peu spécial, un peu d'urgence, où il y a une vigilance particulière qui est mise, où il y a des rondes qui sont organisées, où les services d'urgence des hôpitaux se préparent à l'arrivée éventuelle de beaucoup d'urgences liées au froid, par exemple. Voilà, c'est très administratif comme mode de fonctionnement. Évidemment, il y a aussi des aspects budgétaires parce que qui dit plan grand froid, mais c'est comme pour les crues, les inondations, etc. C'est des plans administratifs d'organisation du travail où il y a aussi des budgets qui sont débloqués pour faire face aux trucs supplémentaires. Il y a les matériels et les personnels des départements voisins qui peuvent venir en support. Ça me fait même penser, rappelez-vous l'été dernier, on en parlait au moment des incendies. Il y a même parfois des pays étrangers, des pays voisins qui nous envoient des canadaires pour nous aider à faire face à l'afflux, etc. Donc vous voyez, il se passe quand même 2-3 trucs. Boris Le Hagard qui nous fait un don de 5 euros. Super projet, il faut encourager ce genre d'action citoyenne. Merci Boris, ça fait super plaisir, merci beaucoup pour ton soutien, ça compte beaucoup pour nous, merci à toi. Merci beaucoup. Je profite de cette parenthèse, excuse-moi de te couper Jean. Putain, j'ai parlé de Canadair, t'es chiant, j'adore les avions. Eh bien je vais parler de YouTube. Vas-y, moi j'adore YouTube. Et je vais leur dire à tous les gens qui nous regardent sur YouTube, merci d'être là. Et si vous voulez continuer à suivre les QAG, ça va se passer uniquement sur Twitch désormais. Et oui, nous coupons le live sur YouTube et nous passons exclusivement sur Twitch puisque nous sommes partenaires. Merci les copains de YouTube, venez sur Twitch, vous verrez, on y est bien. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur ce que ça veut dire ces fameux plans grand froid, plans inondation, plans machin, etc. Mais voilà, donc peut-être qu'on en parlera cet après-midi. Dans l'actualité, il y a aussi un truc qui est politiquement important, c'est un déplacement d'Emmanuel Macron en Corse. Alors vous me direz pourquoi c'est politiquement important, parce que le mec il est président de la République française, que la Corse fait partie de la République française, donc en gros il va en Corse comme il irait dans n'importe quel département. Sauf que non, justement, c'est là que c'est particulier, parce que la Corse, vous le savez, et ça je vais pas vous l'apprendre, est un département un peu particulier qui, doux euphémisme, a parfois des relations compliquées avec la métropole et l'État français, que les dernières élections territoriales ont vu la victoire en Corse pour la première fois dans la collectivité territoriale unique des indépendantistes et des nationalistes qui se sont unis, qu'il y a du coup des discussions qui ont été ouvertes en Corse autour du statut de l'île, voilà, des discussions avec l'État, et que donc il y a une négociation qui est en cours entre les représentants de l'île et l'État français, État dont Emmanuel Macron est le chef, vous voyez où je veux en venir, sur voilà, l'autonomie, l'indépendance, des réflexions, des choses comme ça. Dans ces négociations, il y a un rapport de force qui s'est créé, et dans ce rapport de force, il y a des manifestations qui se sont organisées à l'appel des élus corses nationalistes. Il y a eu une manifestation il y a quelques jours sur l'île de Beauté qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, on est dans un cadre de sujets, de tensions, de discussion, en tout cas de discussion sérieuse entre l'État et la Corse sur la question du devenir de l'île et de son statut. Évidemment, on est dans un contexte on peut jamais faire abstraction du contexte en politique, et là en l'occurrence, évidemment, tout de suite on pense à la Catalogne, tout de suite on pense au Brexit, tout de suite on pense à tout un tas de trucs, et donc voilà, il se passe des trucs en Corse, et Emmanuel Macron se rend sur l'île de Corse dans un déplacement hautement symbolique, puisqu'il y va pour rendre hommage au préfet Erignac, qui a été assassiné par un nationaliste corse il y a de ça 20 ans. C'était il y a 20 ans, donc c'est cette année, ça tombe cette année, les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac par Ivan Colonna, un militant nationaliste indépendantiste. Alors c'est toujours un peu touchy d'utiliser l'un ou l'autre des mots, c'est pour ça que volontairement j'utilise les deux. Voilà. Donc disons que cet anniversaire tombe à pic, puisque voilà, les nationalistes depuis 20 ans ont fait du chemin et ont même gagné des élections. Voilà, donc il y a toute la question, comme le dit Boris dans le chat, du FLNC, donc le Front de Libération Nationale Corse, qui à une époque avait choisi la lutte armée. Bref, voilà, je rentre pas dans le détail parce que c'est un sujet très compliqué mais très intéressant, ce sujet de la Corse. Bougez pas.
Merci de bien vouloir patienter. Merci de m'avoir patienté, je bois du café. Tout ça pour dire que donc il y a ce déplacement dont à mon avis on va parler dans l'hémicycle. Voilà, c'est important, c'est dans l'actualité, il y a eu des manifs, il y a eu des élections, il y a Macron qui va en Corse, on parle de l'assassinat d'Erignac. C'est dans l'actu, à mon avis il y a un député qui va poser une question. Donc voilà, il y a ce sujet corse. Je continue avec une petite sélection de sujets que j'ai vus dans l'actualité et qui vont peut-être sortir. Il y a un mouvement, de contestation autour de la sélection à l'université qui est mise en place et qui est en train de prendre de l'ampleur dans des campus universitaires. Il y a plusieurs campus universitaires qui sont touchés par des blocages, des assemblées générales, des grèves étudiantes, etc. Donc voilà, c'est un début de rapport de force. Vous le savez, vous l'avez appris, l'Assemblée nationale a voté en première lecture une loi sur l'orientation des jeunes avec une espèce de simili sélection à l'entrée à l'université. Alors je mets des guillemets à sélection parce que c'est justement tout le débat politique et qui est très intéressant, tourne autour de ce mot-là. Est-ce que oui ou non il y a une sélection à l'université? Les opposants disent oui c'est une sélection à l'université et les défenseurs disent non c'est pas une sélection à l'université, c'est des prérequis, etc. Donc ce débat est très intéressant et il est sémantique. Enfin il est sémantique, non il est politique, mais il passe par de la sémantique, donc mettez des guillemets quand vous parlez de sélection. Enfin quand je parle de sélection, j'y mets des guillemets parce que voilà. Donc, mouvement de contestation. Dans l'éducation nationale aussi, mouvement de grève d'un certain nombre d'enseignants. Grève qui fait aussi penser aux annonces de Jean-Michel Blanquer sur la réforme du baccalauréat, qui est aussi un début de réforme du lycée. Donc voilà, est en train de se mettre en place un truc, on ne sait pas où ça va venir. Est-ce que ça va être un immense mouvement étudiant? On le verra là au printemps peut-être ou peut-être pas. Est-ce que ça va être comme les grèves de septembre dernier qu'on nous promettait historiques et qui finalement ont fait flop? On verra, mais voilà, il se passe ça, peut-être qu'on va en parler dans les questions au gouvernement, et on verra bien. Dernier sujet dont je voulais vous parler dans l'actualité, parce qu'il est possible aussi qu'on en parle, il y a une petite panique boursière actuellement sur les places des marchés, notamment à New York. Ça a traversé l'Atlantique et ça a touché la France et l'Europe. Une panique boursière, ça veut dire que les indices, enfin les valorisations boursières des grandes entreprises sont en baisse. Ça veut dire que les investisseurs sont inquiets de l'avenir, et c'est une mauvaise nouvelle pour la question des investissements, pour la question des crédits qui permettent à l'économie de fonctionner. Voilà. Est-ce qu'on est à l'aube d'un crack boursier, une panique à la hauteur de celle qu'on avait connue en 2008? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Tout ce qu'on sait, c'est que le CAC 40, qui est donc l'indice boursier des 40 plus grandes valorisations boursières françaises, a ouvert en baisse ce matin. Il y a des articles de journaux qui commencent à en parler. Voilà, c'est la bourse. Ça monte, ça descend. Quand ça descend très 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 bas, ça devient dramatique. On verra bien, mais peut-être qu'on va en parler cet après-midi dans l'hémicycle. Voilà. Voilà un peu les sujets que moi j'avais identifiés dans l'actualité. Et maintenant la question surtout c'est pour vous. C'est quoi vos sujets à vous? C'est quoi vos sujets d'actualité dont vous voulez qu'on parle? Enfin dont vous voulez qu'on parle. Dont vous voulez que vos députés parlent au gouvernement cet après-midi. Donc si vous aviez l'occasion de poser une question au gouvernement, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez apporter sur la table? Par exemple, j'ai pas du tout parlé d'international. Il y a peut-être encore des questions qui se posent sur la Turquie, sur les Kurdes. Voilà. Je sais pas trop. C'est plus un contre-coup de la politique de Trump. Ah, tu parles du krach boursier? Bah pareil, j'ai lu des articles qui savent pas trop comment interpréter ça, mais effectivement, il y en a qui disent que c'est Trump qui inquiète un peu les investisseurs et qui du coup sont un peu frileux à l'idée d'investir et d'acheter des actions, donc ça fait baisser la bourse. Il y en a d'autres qui parlent de peur de mécanismes inflationnistes trop importants, bref. On verra. Les dentistes pour un remboursement total pour le directeur d'Acropolis. Merci Félicien de t'inquiéter de mes dents. Mes dents vont beaucoup mieux. Voilà, pour ceux qui se posaient des questions, mes dents vont beaucoup mieux. T'as changé un réglage là, Sylvain? Oui, il n'y a plus de problème de caps lock. Non, je viens de réentendre ma voix dans mon casque pour la première fois depuis le début de l'émission. T'as rien fait? Non. Absolument rien. T'as absolument rien fait. Absolument rien fait. Ok, alors peut-être que tu roules sur les câbles. Non, alors justement, c'est ce que j'allais dire. Je ne roule pas sur les câbles, mais on en reparlera. Il est possible qu'il y ait un faux contact dans ce. Ah ouais, non, il y a clairement un faux contact.
Ok, d'accord. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Bon, voilà, ça m'accuse. Et Putain, après, ça fait des mois qu'on a ce problème-là, qu'on sait pas d'où ça vient, qu'on qu'on accuse la carte son, etc. Et non, en fait, c'est un putain de faux contact dans un putain de câble jack. Voilà, j'entends très bien ma voix, c'est parfait, je suis très content, on va essayer de pas toucher. alors je tiens à préciser qu'il y a eu une incorrection dans le chat. Le directeur d'Acropolis, ce n'est pas Jean Messier. Il y a des problèmes dedans, effectivement. Mais voilà. Bordel. Un peu de respect pour la régie, merci. Donc ils vont beaucoup mieux, donc il faut que je me fasse poser une couronne, on s'en fout complètement, ça n'a rien à voir avec les questions au Absolument. gouvernement. Mais voilà, pour ceux qui s'en inquiétaient. Voilà, la carte son est innocente et le stream est pro. Toujours Xan. Salut Xan d'ailleurs. Ça doit être un mix de Trump et du Bitcoin. Analyse de comptoir. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, tu sais, c'est comme la psychologie de comptoir. Je pense qu'il faut qu'on fasse de la finance de comptoir. Ouais, écoute, moi, je pense que l'ouverture à la baisse du CAC 40, moi, tu veux que je te dise, c'est le PSG. C'est juste la défaite du PSG. Ouais, on est les mecs, ils ont passé une mauvaise nuit. À mon avis, ils sont pas bien. J'en sais rien, on verra bien. Le problème au final entre l'éducation et l'orientation des étudiants, est-ce que ce n'est pas tout simplement la question du modèle de notre société? En gros, le nœud du problème, est-ce que ce n'est pas comment on forme et dans quel but on forme, métier voué à disparaître, job de merde, des modèles économiques non viables? Parfaitement, Héroé Rezein, je suis absolument navré de ne pas pouvoir prononcer mieux ton pseudo, tu as parfaitement raison, les débats éducatifs, les débats universitaires et les débats d'orientation sont des débats de société, sont des débats politiques au sens profond du mot politique. Qu'est-ce qu'on veut comme société demain? C'est ça la question, la seule question qui vaille, c'est ça. Et en fonction, on organise, voilà. Et donc tu as raison, quand tout à l'heure je simplifiais la question en disant il y a les opposants qui disent que c'est de la sélection et les partisans qui disent que c'est pas de la sélection, en fait on voit aussi se dessiner de modèles de société différents. Évidemment, il y en a qui souhaitent que l'école et l'université donnent des compétences à des futurs travailleurs. Voilà. Et il y en a d'autres qui pensent différemment. Et encore une fois, j'ai l'impression de schématiser le débat alors que c'est plus compliqué que ça, c'est plus intelligent que ça, et c'est plus profond que ça. Voilà. J'aimerais bien que ma députée parle du site ANTS du gouvernement qui est un bordel de bugs sans nom pour faire carte grise ses papiers d'identité et un problème sur leur support téléphonique. Ah ouais d'accord, la plateforme d'interaction des préfectures, c'est ça? Sur les cartes grises et tout. D'accord. Je t'avoue ne jamais avoir eu l'occasion à titre personnel de l'utiliser, mais si tu dis que c'est un vaste bordel, effectivement, mais ça peut être une question au gouvernement. Il peut y avoir un député qui dit Monsieur le ministre de l'Intérieur, ça va pas du tout, les automobilistes, enfin les citoyens en peuvent plus, le site c'est le bordel, ils plantent tout le temps et tout. Donc voilà. Il a été annoncé la semaine dernière, je crois, en tout début de semaine, que toute l'administration, toutes les démarches administratives intégralement devront pouvoir être faites en ligne à l'horizon 2022. Ouais. Absolument tout. Ouais. Chose que j'entends être annoncée depuis 2007-2008. C'est une annonce, hein, on est d'accord. Mais on verra, c'est un serpent de mer de la réforme de l'État, mais c'est comme le prélèvement à la source, hein. C'est annoncé, et puis le temps que ça se mette en place et tout. Mais donc effectivement, tu as raison. Et je rappelle d'ailleurs que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la semaine dernière un projet de loi du gouvernement, donc de la majorité, sur le droit à l'erreur, tu sais, sur l'administration, les relations entre les Français et leur administration. Donc effectivement, on va dans le sens d'une dématérialisation, qui d'ailleurs est un sujet qui pose beaucoup de questions, parce que autant pour nous, les jeunes geeks un peu à l'aise avec les ordinateurs, etc., ça va. Moi je suis le premier à vouloir dématérialiser au maximum et je n'en peux plus qu'on m'envoie des courriers. J'ai engueulé ma mutuelle au téléphone parce qu'ils veulent absolument m'envoyer des courriers. Mais pour des personnes âgées notamment, c'est pas facile. Ça fait perdre du contact humain et ça supprime des postes dans les collectivités locales, etc. Donc c'est un vaste sujet, la dématérialisation. Donc voilà, s'il y avait eu une sélection à l'université ou des prérequis obligatoires, mais c'est pareil, pardon, alors la moitié de mes potes auraient pas pu avoir leur M2 car ils ne seraient même pas rentrés en L1. D'accord avec toi, c'est un témoignage qu'on entend beaucoup et moi-même à titre personnel, c'est vrai que si je regarde dans le rétroviseur et que je me souviens de mes études de droit, j'aurais eu aucune chance de faire un M1 et un M2 vu les notes de merde que j'avais. Parce que j'étais engagé associatif à l'époque. Et du coup, j'avais pas le temps d'aller à la fac. Et du coup, j'avais mention ouf à chaque partiel. Tu sais, mention ouf, c'est quand t'as 10,02. Donc voilà, on a qu'à dématérialiser les personnes âgées. Ouh là là, ça y est. Ça y est, ça devient violent. Donc voilà. Alors, il pourrait aussi parler de l'attaque d'un journaliste par Vivendi qui lui réclame 700 000 euros pour harcèlement car elle faisait une enquête sur Bolloré. Oui, j'ai appris ça. Bolloré qui réclame 700 000 euros de dommages et intérêts à un journaliste pour harcèlement. Très bien. Est-ce que c'est la 17e chambre
qui va s'intéresser. J'en sais rien. Mais peut-être qu'on en parlera. Acropolis. Bernalicis va peut-être poser une question en forme de bilan du fiasco de la niche parlementaire de la France Insoumise la semaine dernière. Non, 5 propositions, 5 votes contre et un retrait voté. Oui, Perceval, tu as raison. Bernalicis est un député France Insoumise qui va aujourd'hui poser une question au gouvernement. Ce sera même la première question. Ce sera même la première question, donc dans 5 minutes maintenant. Et il est possible que Bernalicis choisisse de revenir sur ce qu'on appelle la niche parlementaire de la France Insoumise la semaine dernière. Alors qu'est-ce que c'est qu'une niche parlementaire? Une niche parlementaire, c'est un moment dans l'agenda du travail de l'Assemblée nationale qui est réservé à un groupe politique. Et donc c'est une niche dans laquelle le groupe fait ce qu'il veut, entre guillemets, au sens où c'est à son tour de proposer des lois, proposer des lois, de proposer un modèle de société via des lois, etc. Et donc la semaine dernière, il y a effectivement eu une niche parlementaire pour la France Insoumise, pour le groupe parlementaire de la France Insoumise, attention. Et donc les 17 députés de la France Insoumise ont préparé plusieurs projets de loi qu'ils ont présentés à leurs collègues du reste de l'Assemblée nationale, et qui se sont tous fait rejeter, comme c'est malheureusement assez classique quand on est une niche parlementaire d'opposition. C'est rarissime que l'opposition parvienne à faire passer une loi. C'est même le principe du fonctionnement de notre 5ème République. C'est quand même la majorité qui majore, hein. C'est pas l'opposition qui fait les lois, mais ça n'empêche pas l'opposition de proposer. Et donc en l'occurrence, la France Insoumise a proposé. Ils ont proposé, alors rafraîchissez la mémoire s'il vous plaît, le chat. Ils ont proposé un truc sur le burn-out. Comme reconnaissance de maladie professionnelle. Ils ont fait une proposition de loi sur le CETA, vous savez, cet accord transatlantique de libre-échange. Entre l'Europe et le Canada. Entre l'Europe et le Canada, parfaitement. L'Union européenne, pardon. Ouais. Ils ont fait un truc sur... Merde, c'était quoi? Je t'aiderais bien, mais t'as demandé l'aide du chat. Hein, donc, je suis fatigué. Non, mais vas-y, aide-moi, Sylvain. Sur l'eau, je crois. Sur l'eau, ah oui, c'est ça, la privatisation de l'eau, le droit à l'eau. Oui, c'est ça. Que les premiers litres d'eau soient gratuits, soit un droit, qu'on ait droit à... Ouais, droit à l'eau. Et effectivement, il y avait un truc récépissé sur les contrôles d'identité. Le contrôle au faciès. Pour lutter contre les contrôles au faciès. C'était une proposition de la France Insoumise. Il y a eu la fin de vie aussi. Ah bon? C'est ce que dit le chat. J'ai tendance à le croire. Hein. Sur la fin de vie? Ah, c'est possible. Mais ça fait 6 du coup. C'est possible. Mais donc voilà, donc la France Insoumise, c'est le rôle des opposants, hein, parce que quand on connaît pas très bien l'Assemblée nationale, et c'est bien normal parce qu'elle est assez incompréhensible, l'Assemblée nationale, on peut avoir l'impression que le rôle de l'opposition, c'est que de gueuler et de dire qu'elle n'est pas d'accord. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on voit dans l'hémicycle quand on regarde que les QAG. Mais c'est pas ça, les QAG, je vous le dirai jamais assez, les QAG ne représentent que 0,5% du travail des députés. Les députés d'opposition, leur rôle, c'est aussi de proposer des nouvelles lois, de proposer des amendements parfois aussi, des réformes, etc. Et donc là, la France Insoumise a fait son taf de groupe d'opposition en proposant des lois, des trucs et tout à leurs collègues. Et donc quand on propose, on soumet au vote et à la fin on vote, on voit ce que vote l'Assemblée nationale. Et là en l'occurrence l'Assemblée nationale a voté contre toutes les propositions de la France Insoumise. Non sans en avoir discuté, heureusement. Mais voilà, droit au suicide assisté. Ok, d'accord, ok. Merci Stoubi. Merci beaucoup. Je sais pas pour les députés, mais le burn-out c'est un vrai problème qui devrait être plus connu pour pouvoir prévenir cette maladie. Ouh là là, pour bien connaître cette maladie, je suis tout à fait d'accord avec toi, le burn-out est un vrai sujet. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était une proposition de Benoît Hamon de reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, à l'époque où Benoît Hamon était ministre. Non? Ou alors c'est quand il était candidat à la présidentielle en 2017. Je me souviens plus. Mais donc ouais, effectivement, le burn-out est un vrai sujet qui pose plein de questions, hein, parce que c'est pas c'est pas parce que t'écris dans une loi le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle point que t'améliores la situation de qui que ce soit. C'est plus compliqué que ça. Ça nécessite une réforme de la médecine du travail, une réflexion sur comment est-ce qu'on détecte, comment est-ce qu'on diagnostique, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on prévient. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est un sujet extrêmement intéressant. Regarder les QAG sur Acropolis avec ses parents, c'est pas mal. Et ben bonjour à tes parents, bonjour à vos parents, bonjour aux parents qui nous regardent. Soyez les bienvenus. Soyez bienvenus. Je crois d'ailleurs qu'il y a mes parents aussi qui regardent de temps en temps. Non, ils regardent les replays, ils m'ont dit. Voilà. La France Insoumise qui râle parce que la République En Marche rejette leurs propositions, ils auraient fait la même chose. Ah bah évidemment, Zalgus, non mais ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Évidemment, quand l'opposition propose
la majorité rejette, et quand la majorité propose, l'opposition rejette. C'est le principe même du fonctionnement d'un Parlement. L'important, c'est que les propositions existent, c'est que le dialogue existe, et c'est que le débat parlementaire existe. Parce que parlementer, c'est parlementer. C'est pas seulement gueuler, c'est pas seulement voter, c'est aussi écrire, proposer, faire des rendez-vous, des réunions, etc. Sylvain, tu veux dire quelque chose? Je sens que tu veux dire quelque chose. Absolument. Et je voulais souligner le message de Félicien87 dans le chat qui nous dit 15h. Il est 15h, il est 15h, il est 15h. Et nous avons une image. Chers amis, on va se retrouver tout de suite après un générique et c'est reparti pour les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. À tout de suite. De retour sur Acropolis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la séance de questions d'actualité au gouvernement qui devrait commencer incessamment sous peu. 15 questions, 15 réponses, 15 questions de députés, 15 réponses de membres du gouvernement sur des sujets d'actualité. Et nous, on va commenter tout ça pour essayer d'y voir plus clair et pour essayer aussi d'en débattre entre citoyens. Salut, c'est toujours un plaisir de vous regarder. Merci beaucoup Elfara92 pour ce gentil message dans le chat. Merci à tous ceux qui mettent des messages dans le chat. Notamment pour nous dire des choses gentilles, ça fait toujours plaisir. Bonjour papa Massier, bonjour maman Massier. Je leur dirai de votre part. Je suis pas d'accord parce que les sujets choisis par la France Insoumise étaient de nature à être acceptés par la République En Marche s'ils étaient vraiment centristes. Effectivement, Ormand Trep, enfin tu reviens sur le débat qu'on avait juste avant le générique, mais effectivement, la France Insoumise n'est pas bête, très loin de là. Ils font un travail assez fin et politique. Ils proposent pas des choses radicales que de toute façon En Marche n'accepteront jamais. Ils cherchent justement à pousser En Marche dans leur dernier retranchement en leur proposant des trucs que normalement En Marche devrait pouvoir accepter. Mais c'est le jeu parlementaire, c'est intéressant et voilà. Allez, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui prend place et qui ouvre la séance. On va entendre la première question. Avant de passer la parole aux collègues Il y a une annonce. Poser des questions, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à 2 collègues élus ou réélus dimanche dernier. Monsieur Yann Boucard, réélu député de la première circonscription du territoire de Belfort, et monsieur Antoine Savigna, élu député de la première circonscription du Val d'Oise. J'ai complètement oublié de vous en parler et je remercie mon collègue François de Rugy d'avoir bien voulu faire ce petit point d'information. Effectivement, les élections partielles se sont passées pour le second tour ce week-end et nous avons donc 2 nouveaux élus. Merci, Je suis également à l'Assemblée nationale. De souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation du groupe d'amitié Israël-France, délégation de la Knesset de l'État d'Israël, conduite par M. Meir Cohen, vice-président de la Knesset. Bienvenue à ces députés donc de la Knesset qui, dans le cadre d'un accord d'amitié, viennent assister à une séance à l'Assemblée nationale française. C'est assez fréquent que des députés comme ça aillent dans d'autres parlements, dialoguent, etc. Au gouvernement, et la première question est posée par M. Hugo Bernalicis. Hugo Bernalicis, le député insoumis qui pose la première question, on l'écoute. Allez-y, mon cher collègue. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État transfuge auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Alors transfuge, ça commence bien. Le Premier ministre a présenté le 1er février ses pistes de réforme démagogique de la fonction publique en supprimant 120 000 postes. Ce que votre gouvernement a appelé « bousculer les équilibres » n'est autre qu'un véritable dynamitage de la fonction publique. En bons libéraux, vous vous inscrivez dans une véritable logique de démantèlement de l'État au profit de la sphère privée. Et pourtant, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Il n'y a pas de souveraineté en République sans État, pas d'État sans fonctionnaires. Vous êtes donc les fossoyeurs de la République et de son idéal, liberté, égalité, fraternité. Hugo Bernalicis, il rigole pas du tout. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Mais alors pourquoi ces principes ? Eh bien parce que les principes d'égalité, d'indépendance, de responsabilité des fonctionnaires apparaissent de nature à apporter des garanties indispensables. L'abandon de ces principes ne ferait, assure le Conseil économique, social et environnemental, qu'ouvrir la porte à une dégradation du sens donné à la fonction publique et de la confiance
qu'elle doit inspirer. Après votre loi sur la société de confiance, le programme Action publique 2022 qui s'inscrit dans la continuité de la RGPP de Sarkozy, les mots sont durs. Plan de départ volontaire, rémunération... Hugo Bernalicis, le député insoumis qui pose une question au gouvernement sur sa politique RH vis-à-vis des fonctionnaires. Il s'adresse à Olivier Dussopt. Il a parlé de ministre transfuge, c'est un mot important et particulièrement violent. En fait, il dit ça parce qu'Olivier Dussopt, que vous allez entendre dans quelques instants, était un ancien socialiste, un ancien député de gauche qui a décidé de rejoindre le gouvernement En Marche. Et c'est ça qu'Hugo Bernalicis lui reproche quand il parle de transfuge. Où est le dialogue social? Où comptez-vous supprimer des fonctionnaires? Dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans la police, dans les écoles? Hugo Bernalicis qui donc s'en prend au gouvernement en lui reprochant de vouloir supprimer des emplois dans la fonction publique. Il a parlé de la RGPP de Nicolas Sarkozy, c'était les révisions générales de politique publique que la gauche à l'époque, et notamment Olivier Dussopt, dénonçait. On écoute la réponse du ministre. Député Bernalicis, nous posez la question de la réforme et de la modernisation de la fonction publique que ce gouvernement engage. Qu'y a-t-il d'inacceptable dans ce que nous proposons? Qu'y a-t-il d'inacceptable à proposer aux fonctionnaires de rénover les conditions dans lesquelles le dialogue social s'exerce dans ce pays et dans la fonction publique en permanence? Qu'y a-t-il d'inacceptable à interroger les fonctionnaires et à travailler avec eux pendant un an pour revoir avec eux l'évolution de leur carrière, comment ils progressent, comment nous leur apportons une meilleure formation, comment nous leur permettons des mobilités plus importantes de façon à ce qu'ils puissent évoluer? Qu'y a-t-il d'inacceptable à prévoir pour des fonctionnaires dont le poste est remis en cause par des évolutions technologiques, par des fusions d'établissements, qu'ils puissent aussi faire valoir leurs droits, à aller vers d'autres horizons et que nous puissions les accompagner vers le privé? Qu'y a-t-il d'inacceptable à interroger les fonctionnaires et les employeurs territoriaux, hospitaliers, pour savoir dans quelles conditions on peut diversifier les recrutements, garantir une égalité d'accès à la fonction publique, faire en sorte que, là où c'est nécessaire, on puisse recruter des contractuels pour répondre à des missions ponctuelles, des besoins temporaires et des besoins qui sont utiles à la société. Olivier Dussopt, très applaudi par la majorité au moment où il défend bec et ongle la réforme de l'État et de la fonction publique qu'il porte, en répondant à Hugo Bernalicis. Au niveau de l'Assemblée nationale, ça se réduit à demander des rapports et encore des rapports sans jamais faire l'ombre d'une proposition. Ceux qui tuent la fonction publique, ceux qui tuent le service public, c'est ceux qui veulent les plonger dans l'immobilisme et c'est votre cas. Olivier Dussopt qui répond vertement à une question qui lui avait été posée vertement par Hugo Bernalicis. C'était un beau dialogue, un bel échange sur le fond, puisque là, exactement comme on le disait au début de cette émission, on a deux idées radicalement différentes de ce que doit être la fonction publique, son mode de fonctionnement, etc. Et vous voyez les députés En Marche qui décident de répondre à l'invective d'Hugo Bernalicis par une grande séance d'applaudissements. Hugo Bernalicis qui s'en prend au président de séance en lui demandant de bien vouloir faire calmer les députés de la majorité. Et maintenant Madame Delphine Bagary. Allez, on change de sujet. Delphine Bagary qui pose une question à son tour. Madame Bagary, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires, avec le Premier ministre, vous étiez hier soir au centre d'appel du SAMU social. Vous avez accompagné une équipe en maraude et rencontré des familles accueillies en hébergement d'urgence. Depuis hier a été déclenché le plan Grand Froid dans 22 départements pour l'hébergement des sans-abri. 22 départements, ce sont 1000 places supplémentaires qui seront ouvertes dès cette semaine. Monsieur le ministre, la responsabilité de l'État est de garantir un toit, un repas chaud si possible, à toute personne vivant sur le territoire français. C'est un engagement fort que nous avons pris lors de la campagne qui nous a vu entrer en responsabilité. Cet engagement, nous devons le concrétiser. C'est notre devoir politique, c'est notre devoir d'humaniste, c'est notre devoir d'honorer notre devise. La fraternité n'est pas un simple concept inscrit sur le fronton de nos maisons communes. Ce travail, nous le commençons, outre ce plan Grand Froid, depuis le plan hivernal commencé le 1er novembre. 13 181 places hivernales étaient ouvertes. C'est 145 000 places d'hébergement d'urgence financées par l'État, 10 000 de plus que l'an dernier. Le budget que nous y consacrons a augmenté de 12% par rapport à 2017. Toutefois, c'est encore insuffisant. Notre devoir est non seulement de pérenniser des places d'accueil, mais aussi d'accompagner ces personnes vulnérables au-delà de l'hébergement vers une sortie durable de la rue. Il faut que les personnes qui appellent le Sanquel n'aient plus à se demander si cette nuit comme les suivantes, ils auront froid, si cette nuit comme les suivantes, ils auront faim. Il faut qu'on puisse garantir un abri, y compris en journée, lorsque le thermomètre ne remonte pas. Il faut sortir de cette urgence de devoir se loger, pour que nous n'ayons plus à déclencher de plan Grand Froid,
pour qu'enfin... Delphine Bagary, qui est médecin généraliste de formation et de profession, pardon, qui pose une question au gouvernement sur ce fameux plan grand froid et sur ce que prévoit le gouvernement vis-à-vis de la question de l'hébergement d'urgence des personnes sans domicile fixe. C'est évidemment une situation dramatique qui a été dénoncée par un grand nombre d'ONG. Et donc, c'est Delphine Bagary qui donne l'occasion au gouvernement de s'exprimer pour dire ce qu'il compte faire pour mettre fin à cette situation dramatique. C'est Jacques Mézard qui va répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bagary, la question que vous posez préoccupe bien sûr le gouvernement et tous les responsables de ce pays. Nous avons déclenché le plan hivernal le 1er novembre dernier et hier, nous avons franchi une nouvelle étape avec le niveau alerte grand froid dans 22 départements, dont les 8 départements d'Île-de-France, du Rhône et du Nord. Je rappelle que depuis novembre, la mobilisation de l'État est totale sur ce sujet. Avant le déclenchement de l'alerte grand froid, 13 000 places hivernales ont été ouvertes depuis novembre et nous arrivons à un parc total de 145 000 places. Et vous l'avez rappelé, c'est 10 000 places de plus que l'année dernière. À cela, il faut ajouter les 90 000 places dédiées aux demandeurs d'asile et aux migrants. Et le déclenchement de ce plan grand froid hier nous a fait mettre plus de 1 000 places supplémentaires à disposition, dont 649 en Île-de-France. Ce sont des places exceptionnelles qui resteront ouvertes le temps de la période de grand froid. Vous l'avez dit, et je partage cette opinion, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des places. Il faut aussi que nous puissions aller à la rencontre de ceux qui sont dans cette difficulté. Nous avons, avec le Premier ministre hier, visité le 115 et participé à une maraude. Je ne vous dirai pas que la situation est simple. Elle est difficile. Nous avons encore dans ce pays des femmes et des hommes qui sont en difficulté, qui sont encore... Jacques Mézard qui fait une réponse très circonstanciée pour dire oui, il faut progresser, on l'a déjà un peu fait puisqu'il rappelle qu'il y a 10 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence qui ont été créées par rapport à l'année dernière. Mais il rappelle aussi, et c'est vrai, j'avais oublié de le dire, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui de ce sujet-là, déjà parce qu'il fait froid et qu'il y a le grand froid, mais aussi parce que Jacques Mézard et le Premier ministre Édouard Philippe ont hier participé à une maraude. Une maraude, vous savez, c'est quand des travailleurs sociaux, des professionnels et des secouristes, et des bénévoles aussi d'ailleurs, vont à la rencontre des SDF dans la rue pour faire un point avec eux sur leur situation. Donc le Premier ministre, hier en personne, est allé au chevet d'un certain nombre de SDF pour parler de grand froid. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Madame, l'Observatoire national du suicide vient de rendre son 3e rapport. Un lycéen sur 10 déclare avoir fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois. 3% déclarent avoir fait plusieurs tentatives de suicide au cours de leur vie. Le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans. Le suicide d'un jeune est un drame personnel, un drame familial et un drame sociétal. Même la langue française ne sait comment le qualifier. Quelqu'un qui perd son époux est un veuf ou une veuve. Quelqu'un qui perd ses parents est un orphelin. Il n'y a pas de mot pour qualifier quelqu'un qui perd son enfant parce qu'il n'y a pas de mot pour qualifier l'insoutenable. Devant cette situation, se pose la question de l'état psychique de notre jeunesse, de la place de sa prévention à l'école, du rôle des outils numériques pouvant être des vecteurs de contagion de certains comportements à risque. Ce rapport propose des pistes de réflexion intéressantes pour mieux comprendre ce phénomène, pour renforcer sa prévention. Madame la ministre, vous avez inscrit la promotion de la santé mentale dans la stratégie nationale de santé. Pouvez-vous nous faire part de vos axes de travail afin de mieux prendre en compte cette situation et de faire diminuer ces terribles chiffres? Cyril Isaac Sibyl qui provoque un très grand silence dans l'hémicycle au moment où il aborde un sujet particulièrement lourd et dur, c'est le sujet du suicide des jeunes. Il a rappelé, 1 jeune sur 10 déclare avoir déjà tenté de mettre fin à sa vie. C'est un sujet lourd et c'est la ministre de la Santé qui va lui répondre. Assez impressionnant la lourdeur de la question, mais voilà. C'est aussi ça le travail parlementaire. Le suicide des jeunes de 26% en 10 ans. Malgré cette diminution, la France reste dans les très mauvais élèves
des pays européens en termes de nombre de suicides des jeunes et nous devons donc agir. Vous l'avez dit, j'ai fait dans la stratégie nationale de santé une priorité à la prévention, à la promotion de la santé et notamment à la santé mentale qui souffre d'un terrible déficit de prise en charge aujourd'hui dans notre pays. Alors quels sont les axes de travail? D'abord, les actions pour être menées doivent être interministérielles. Je pense notamment à un meilleur repérage des jeunes en difficulté que nous devons faire avec le ministre de l'Éducation nationale, avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, car les jeunes doivent être mieux repérés dans leur environnement éducatif. Nous avons évidemment des actions qui seront présentées dans le programme national de santé publique qui est en cours d'élaboration. Nous souhaitons également développer les compétences psychosociales à l'école avec un meilleur parcours éducatif en santé. Mais prévenir, c'est mieux également repérer les patients en danger et nous allons déployer sur le territoire national une expérimentation pour le repérage à l'école, mais également une expérimentation pour recontacter les enfants et les jeunes qui auront fait une tentative de suicide. C'est le dispositif Vigilance, où on recontacte systématiquement après la sortie de l'hôpital. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui présente les grandes pistes de son plan psychique sur notamment la prévention et la détection de ces comportements à risque dès l'école. Vous comprenez à son propos que c'est compliqué de prévenir le suicide, mais que, en tout cas, pour ce qui concerne son ministère, des innovations sont en train de mise en place, ils vont expérimenter des choses et voilà. Antoine Savignat, qui est chaleureusement applaudi pour une raison très simple, c'est qu'il vient d'être élu. Voilà un tout nouveau député qui vient d'arriver et que ses collègues du groupe Les Républicains félicitent chaleureusement en lui souhaitant la bienvenue. Ah, c'est sympa. C'est sympa de la part des députés de dire bienvenue au petit nouveau qui vient d'être élu dans le Val d'Oise, je rappelle, suite à une élection partielle. Merci Monsieur le Président. Et c'est une tradition de donner la parole à ceux qui viennent d'être élus. Le préfet Claude Érignac, lâchement assassiné il y a 20 ans. Et Antoine Savignat qui commence avec du lourd, si je puis m'exprimer ainsi, pardon. C'est un hommage au préfet Érignac assassiné par Yvan Colonna. Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, et vous voyez cet hommage de la représentation nationale des députés pour ce préfet qui, je le rappelle, représente l'État dans les territoires, donc c'est pas rien l'assassinat d'un préfet. C'est hautement symbolique et hautement grave pour une république. Quand allez-vous comprendre l'exaspération des Français assommés des taxes et de hausses d'impôts? L'année 2018 s'annonce comme une année noire pour les contribuables français. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec la Corse. Contributions ou impôts nouveaux au programme. Si l'on ajoute vos mesures anti-pouvoir d'achat, la liste est encore plus longue et douloureuse pour le porte-monnaie des Français. La hausse massive de la CSG, c'est 22 milliards d'euros prélevés par l'État en plus. C'est 25% de CSG en plus pour les retraités sans compensation depuis le 1er janvier 2018. La hausse sans précédent de la fiscalité sur l'essence comme sur le diesel, ce sont des prix du litre à la pompe qui flirtent avec les 1,50 € et ce n'est hélas que le début. Les prix du diesel et de l'essence et du fioul domestique ne vont cesser d'augmenter durant les 4 prochaines années. J'avoue que je suis un peu comme vous là, je suis un peu surpris. Antoine Savignat, il commence par un hommage à un préfet qui a été assassiné il y a 20 ans, donc c'est quand même pas rien, c'est un truc un peu lourd, les gens se lèvent, applaudissent, et il enchaîne direct sur en fait le bréviaire assez classique des députés Les Républicains, à savoir l'accusation vis-à-vis du gouvernement de mener une politique fiscale injuste, trop de taxes qui pèsent notamment sur les personnes âgées avec la hausse de la CSG. De hausse d'impôts et infléchir votre politique. Et voilà, Antoine Savignat qui, dès son élection, Monsieur le député, rejoint directement l'opposition, les Républicains, en demandant au gouvernement de bien vouloir arrêter sa politique anti-pouvoir d'achat. Tout d'abord de vous féliciter pour votre élection. Gérald Darmanin qui commence, et il a bien raison, très heureux, comme avec tous vos collègues, par le féliciter. Effectivement expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre l'impuissance économique que nous essayons de remettre à flot pour la France et ce que vous avez défendu, y compris pendant la campagne présidentielle. Parce que pendant quelques instants, monsieur le député, j'ai cru, monsieur le député, pendant quelques instants, que vous défendiez l'augmentation de 2 points de la TVA que proposait votre politique. Ah, Gérald Darmanin, il a décidé d'être joueur. Que vous défendiez la hausse de la fiscalité écologique qui était compris dans votre programme politique. Ah, le petit échange d'amabilité entre Gérald Darmanin, c'est un ancien Les Républicains qui décide de répondre aux députés en lui rappelant que le programme de François Fillon
proposait l'augmentation de la TVA, l'augmentation de la taxation écologique, etc. Effectivement, nous Donc en gros, vous n'avez pas de leçon à nous donner, c'est ça qu'il veut dire. 21 millions de salariés à la fin du mois de janvier aient vu une augmentation de leur pouvoir d'achat sur leur feuille de paye, sans augmentation de charges pour les entreprises. Nous sommes très fiers, monsieur le député, qu'au mois d'octobre prochain, 80% des Français verront la baisse de la taxe d'habitation. Et je ne doute pas qu'à ce moment-là, vous me reposerez une question d'actualité à ce moment-là pour vous en féliciter également. Ah, on verra. Ça sur Acropolis, on le verra en direct. Vous avez expliqué aux Français qu'avec 2200 milliards de dettes, 2115 € que la France perd chaque seconde, la France, quels que soient les gouvernements, connaît des difficultés budgétaires que nous redressons. Parce que pour la première fois depuis 2008, nous remettons à flot les finances de la France. Nous saluons votre élection. Mais je voudrais aussi vous dire que lorsque je siégeais dans vos bancs, il y a eu les élections partielles gagnées par le camp politique que nous partageons et à la fin, on a vu comment ça s'est terminé. Merci, monsieur le ministre. Voilà, Gérald Darmanin qui à sa manière remet à sa place ce nouveau député en lui rappelant effectivement qu'il fut un temps où Gérald Darmanin siégeait à côté des Républicains et défendait ensemble Monsieur le Président. Ma question une politique. Allez. le maire ministre de l'économie et des finances. Avec 12 819 contributions, 63 683 votes et plus de 7 000 participants, la consultation publique sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui a pris fin hier a été très suivie. Signe que la méthode de concertation était adaptée pour faire réagir nos concitoyens sur la croissance et la transformation de 4 millions de PME et de TPE françaises. Plus de 30 propositions ont été initialement présentées à nos concitoyens qui ont pu à la fois les étudier, les commenter, les enrichir durant 3 semaines. Ce sont de nombreuses nouvelles idées directement issues de la société civile qui viennent compléter le travail initial des parlementaires. Depuis octobre dernier, le gouvernement a fait le pari de l'intelligence collective sur le sujet des entreprises en réunissant à la fois des députés, des chefs d'entreprise, des organisations patronales et syndicales, les services de l'État et les opérateurs publics. Nous avons écouté, entendu les attentes de chacun, compris les aspirations d'un tissu entrepreneurial qui aspire à plus de stabilité et à plus de simplicité. Tout cela va maintenant se traduire dans un texte ambitieux, attendu, pragmatique. L'Assemblée nationale, et j'y associe particulièrement les députés ayant aussi travaillé depuis plusieurs mois sur ces sujets, Célia Delavergne, Sophie Errand, Olivia Grégoire, la députée de Paris, elle a fait Sciences Po Paris puis l'ESSEC, elle a bossé chez Etalab qui est la mission de l'État chargée de la modernisation de l'action publique et elle a été gérante d'une entreprise de conseil et de relations publiques. Olivia Grégoire qui parle de la future loi de confiance et de transformation des entreprises et qui met en avant la concertation puisqu'il y a eu une concertation numérique dans laquelle les internautes ont eu l'occasion, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs y avaient participé, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, ont pu participer à cette concertation où les internautes ont été invités à dire ce qu'ils voulaient pour moderniser les entreprises, etc. etc. Olivier Grégoire qui commence par se féliciter du succès de cette concertation. Bruno Le Maire qui va défendre à son tour ce futur projet de loi. Olivier Grégoire, je voudrais d'abord vous remercier personnellement et remercier tous les parlementaires qui ont participé à cette consultation et remercier les près de 8000 de nos compatriotes qui ont voulu donner leur avis sur les propositions, sur la loi, sur la croissance et la transformation des entreprises. C'est la preuve que nos compatriotes veulent participer à la transformation économique de notre pays. Sur les près de 60 000 votes qu'il y a eu, ils veulent donner leur avis. D'abord, il y a des mesures qui ne font pas l'unanimité. Je pense en particulier au projet de PEA pour les personnes de moins de 18 ans. Bien, nous en tiendrons compte. Les propositions qui ne recueillent pas un soutien massif des Français, eh bien, elles n'ont pas vocation à se traduire dans la loi. Il y a d'autres propositions, en revanche, qui font l'unanimité. Tout ce qui va dans le sens de la simplification de la vie des entrepreneurs sera retenu. Tout ce qui permettra de faire bouger ces fameux seuils sociaux qui empêchent une entreprise de 9 salariés d'en embaucher 10, 11 ou 12, ou une entreprise de 49 salariés d'en embaucher 50, 51 ou 52, ce sera retenu parce que nous avons besoin. Bruno Le Maire qui souhaite s'attaquer à ce qu'on appelle les seuils sociaux. Alors je vous rappelle rapidement de quoi on parle quand on parle de seuils sociaux. C'est que les entreprises selon leur taille n'ont pas les mêmes régimes administratifs, fiscaux, etc. Et donc vous passez dans le régime du dessus dès que vous augmentez la taille de votre entreprise. Et on parle d'effet de seuil. Quand vous passez par exemple d'une entreprise de 10 salariés à 11 salariés, et
bah hop, vous passez dans la catégorie supérieure et donc ça change des choses. Et ce que dit Bruno Le Maire, et c'est un argument qui est fréquemment avancé par son camp politique, c'est de dire que c'est compliqué pour les entrepreneurs et qui du coup rechignent à embaucher parce qu'ils passeraient dans le seuil d'après et ce serait le compliqué. Bref, Bruno Le Maire souhaite simplifier la vie des entreprises et notamment s'attaquer à ce problème des seuils. On verra le temps voulu comment ça se passera. Je veux associer à ma question l'ensemble des députés qui se sentent concernés par la ruralité. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, j'en profite d'ailleurs pour vous faire part à nouveau de l'inquiétude des agriculteurs sur la révision des zones défavorisées, où l'on pratique l'élevage extensif. C'est le dossier ICHN, comprenez, indemnité compensatoire au handicap naturel. Mais venez-en au fait. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, envisagerait de donner son accord rapidement à la conclusion des négociations entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Leur contenu comprendrait la possibilité d'ouvrir chaque année le marché européen à 100 000 tonnes au lieu de 70 000 tonnes de viande sud-américaine initialement envisagée. C'est un sujet majeur pour l'agriculture française. Et en Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, que vous voyez là. La concurrence à vil prix de nos productions fragiliserait grandement une filière bovine déjà vulnérable et affaiblie, au moment même où les États généraux de l'alimentation ambitionnent d'améliorer la situation des agriculteurs. Je me fais, Monsieur le ministre de l'Agriculture, dans cette enceinte de l'Assemblée nationale, le porte-parole des éleveurs de cette France, dite périphérique, auquel l'Union européenne impose des normes de production et environnementales sans commune mesure avec les conditions de production exercées notamment... Et vous voyez Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains, qui opine du chef au moment où André Villiers, le député qui pourtant n'est pas du même groupe que lui, s'en prend au gouvernement sur sa politique agricole, et c'est normal puisque Christian Jacob, je le rappelle toujours, il est agriculteur lui-même, donc c'est un sujet qui l'intéresse. André Villiers, qui est lui-même agriculteur-éleveur, qui s'en prend au gouvernement, notamment sur la concurrence entre les éleveurs français et la viande à bas coût qui est produite à l'étranger. Je précise qu'André Villiers, il a eu une longue carrière d'élu puisqu'il a été conseiller départemental, président de conseil général, sénateur, maire de Vézelay, maire de Pierre-Pertuis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bref. Messieurs les députés, Monsieur le député André Villiers. Oui, nous avons Lyon en commun, le Morvan, la Terre Pleine, ce territoire d'élevage. Lyon représente. Non, nous ne sacrifierons aucun des intérêts nationaux. Le Président a eu l'occasion de le dire. Aucune des filières ne sera déstabilisée. Et c'est pourquoi la France, depuis le début, privilégie le contenu au calendrier. Et c'est pourquoi aussi, au mois de décembre dernier, à Buenos Aires, alors que de nombreux États pressaient pour un accord, la France a réactivé une coalition de 11 États membres particulièrement sensibles à la dimension agricole. Et donc, nous ne faiblissons pas dans la mobilisation. Le Premier ministre a pu le dire à la commissaire Malmström il y a quelques jours. J'ai pu lui réaffirmer également par téléphone il y a quelques jours. Et donc, nous serons intraitables sur les normes sanitaires. Nous serons intraitables également sur le fait d'avoir des conditionnalités Hilton au maximum. Et nous serons intraitables pour obtenir un certain nombre d'éléments comme ce qu'on appelle l'enveloppe globale de concessions, parce que nos filières ont besoin de visibilité, de prévisibilité. Et par ailleurs, nos filières, justement, sont capables aussi de gagner l'international, de conquérir à l'international. Elles contribuent positivement, d'ailleurs, à notre commerce extérieur. Ça sera un des enseignements des prochains jours. Et, monsieur le député de Chablis, vous le savez, la filière, justement, vitivinicole est de celle-ci, qui gagne aussi beaucoup à ces accords. Mais sachez, Jean-Baptiste Lemoyne qui défend les accords de filière et qui défend globalement la position du gouvernement en matière agricole. Je rappelle qu'on est dans un contexte d'évolution puisque le gouvernement a adopté la semaine dernière seulement le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation et qui a un impact direct sur la production de bouffe dans ce pays. Je tenais, avec mes collègues, à partager la tristesse du décès de 5 militaires chevronnés de l'aviation légère de l'armée de terre, survenu vendredi dernier dans le Var. Je rappelle qu'effectivement 5 pilotes d'hélicoptères sont morts dans une collision entre 2 hélicoptères Gazelle. C'était des militaires de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre. Terrible accident qui a coûté la vie donc à 5 militaires.
Et qui donc, voilà, un hommage de l'Assemblée nationale, des élus de la République, des élus de la nation, à ces militaires décédés. Monsieur le ministre, auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, jeudi dernier s'est tenu le premier comité interministériel de la transformation publique. Première étape, après le lancement fondateur du 13 octobre 2017 du programme Action publique 2022. Il a permis de procéder à des annonces relatives à la relation avec nos agents publics par la mise en œuvre d'un nouveau contrat social qui, entre autres, offrira plus de liberté et de responsabilité aux managers. Une plus grande transparence sera offerte aux administrations et aux administrés avec la généralisation d'indicateurs de résultats et de qualité de service. L'accessibilité des services publics sera également renforcée par l'accès en ligne via mobile de l'ensemble d'entre eux à l'horizon 2022, sans oublier le lancement d'un appel à projets du Fonds pour la transformation de l'action publique. En parallèle de ce comité, des concertations organisées par des députés se tiennent partout sur nos territoires afin de dresser constats et propositions. Sophie Baudouin-Hubière qui pose une question au gouvernement à nouveau donc pour François Dussopt à Olivier Dussopt pardon, sur la transformation de l'action publique et la réforme de l'État globalement, sauf que cette fois-ci c'est une députée En Marche, donc c'est évidemment un ton beaucoup moins agressif que celui d'Hugo Bernalicis, le député insoumis tout à l'heure. Sophie Baudouin-Hubière, il y a marqué à côté en bas il y a marqué qu'elle est sans profession déclarée, je vois que vous êtes en train d'en parler dans le chat. Je rappelle que les informations que vous lisez ici, ce sont les informations déclarées par les députés. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais dans le fichier Excel, quand on lui a demandé de déclarer une profession, elle n'a rien déclaré. Quand on a cherché sur internet, on a trouvé qu'elle était chargée de développement en ressources humaines. Maîtriser les dépenses publiques en optimisant... Mais alors, est-ce qu'elle l'a été par le passé? Est-ce qu'elle l'est plus La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire Et c'est donc à nouveau Olivier Dussopt qui va pouvoir nous parler de la transformation de l'action publique, mais cette fois-ci avec un ton moins polémique que tout à l'heure. Vous avez rappelé dans votre question les principaux objectifs du programme Action publique 2022, son calendrier et la concertation qui est mise en œuvre pour aboutir d'ici à la fin du printemps à un certain nombre de réformes, de mesures qui seront arbitrées par le Premier ministre et le Président de la République. Vous avez souligné la volonté de transparence, la volonté de modernisation et la volonté de rendre la politique publique plus efficace et plus en adéquation avec les besoins de nos concitoyens. Stoubi, tu m'as fait marrer. Nous voulions moderniser les services publics et la fonction publique. Cela m'amène à préciser pourquoi, à l'occasion du comité interministériel, le Premier ministre a annoncé que la concertation sur la modernisation de la fonction publique serait lancée dès à présent, avec comme objectif, d'ici la fin de l'année 2018, de trouver les moyens et les propositions les plus consensuelles. Nous allons travailler sur 4 axes. La rénovation du dialogue social dans la fonction publique, et nous savons qu'il y a 22 000 instances représentatives du personnel, que cela gagnerait certainement à être simplifié pour plus d'efficacité. Nous allons nous interroger sur les questions de recrutement dans la fonction publique pour garantir plus de diversité, une égalité d'accès à la fonction publique, et là où c'est possible, là où les métiers n'ont pas de spécificité publique, voir comment les employeurs territoriaux, hospitaliers, même l'État, pourraient avoir recours plus facilement à des contractuels. Nous allons voir comment la carrière des agents peut être mieux organisée, mieux accompagnée. Et cela passe par la formation et enfin... Il y en a peut-être parmi vous dans le chat qui êtes fonctionnaires, titulaires d'une fonction publique. Il y en a peut-être dans le chat qui sont contractuels. Moi, par le passé, j'ai été contractuel de la fonction publique. Et c'est une question intéressante qui est celle d'Olivier Dussopt et de cette réforme. C'est quoi une fonction publique du 21e siècle? Comment on organise les choses? Quelle société on veut? Quel État? Quels agents, quelle responsabilité, quelle organisation de carrière, etc. La rémunération au mérite, vous savez, toutes ces questions-là. Et c'est les questions auxquelles va s'attaquer Olivier Dussopt. Avec les 700 millions d'euros du fonds d'investissement que vous avez cité, qui permettra aux entreprises, aux administrations, de pouvoir financer les besoins et les équipements dont ils ont besoin. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Paul Dufrègne. Jean-Paul Dufrègne du Parti communiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Jamais la France d'en haut n'aura été aussi déconnectée de la France d'en bas que ces 2 dernières semaines. Alors que les personnels des prisons, des hôpitaux, des EHPAD crient leur souffrance et leur détresse, réclament plus de moyens, notamment humains pour assurer leur mission, vous annoncez la suppression de 120 000 fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Ce vaste plan de suppression ou plan de départ volontaire se fera notamment par le non-remplacement des départs à la retraite. Vous avancez vos arguments, transformation de l'action publique, numérisation et simplification des démarches, amélioration des services.
Mais ce vaste plan sert surtout un objectif que vous vous êtes fixé, baisser la part de la dépense publique dans le PIB de 3 points d'ici 2022. Quelles qu'en soient les conséquences? En même temps, vous venez, en supprimant l'ISF, de faire un cadeau de 4 milliards d'euros aux 1% des plus riches. Jean-Paul Dufrègne, le député de l'Allier qui a été conseiller d'entreprise en centre d'économie rurale. Jean-Paul Dufrègne qui pose donc une question sur le même sujet que son collègue Hugo Bernalicis de la France Insoumise, mais sur un ton très différent. Il dénonce, comme son collègue, le deux poids deux mesures du gouvernement qui d'un côté fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et de l'autre côté propose 120 000 suppressions de postes ou plans de départ volontaires dans la fonction publique. Vous avez dit qu'il fallait réparer le pays. Commençons alors par réparer nos hôpitaux, nos EHPAD, nos prisons, nos écoles, plutôt que d'accélérer la casse. Sous prétexte de modernisation ou encore de gestion contemporaine, comme dit le président de la République, vous installez la précarité dans la fonction publique. Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, préciser vos véritables intentions et comment vous allez réparer le malaise que vos... Je trouve ça très intéressant parce qu'on voit très bien la différence entre le groupe des députés du Parti communiste et le groupe La France Insoumise dans la manière qu'ils ont eu de poser la même question. Allez, on écoute Gérald Darmanin répondre. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Dufrègne, il n'y a pas de monopole d'amour du service public et il n'y a pas ceux qui aiment le service public. Il n'y a pas ceux qui aiment le service public et il y a ceux qui le détestent. En effet, il n'y a pas ça. Gérald Darmanin qui répond « Vous n'avez pas le monopole de l'amour du service public ». Référence à Giscard Mitterrand. À l'école de la République, à l'hôpital public, à l'université publique. Et Gérald Darmanin qui répond ça aux communistes en disant non, c'est pas les communistes les copains des fonctionnaires et la République en marche les grands méchants fossoyeurs. C'est pas comme ça que ça marche, en tout cas c'est ce qu'explique Gérald Darmanin. Vous avez une vision comptable des choses alors que nous vous disons que nous sommes dans la transformation publique. Gérald Darmanin il troll aujourd'hui. Une société comme 1945 où, je sais pas vous rappelez, le général de Gaulle a proposé à un ministre communiste de faire le statut alors que les syndicats ne le souhaitaient pas à l'époque. Qui peut penser un seul instant que nous ne sommes pas aujourd'hui à l'orée d'une nouvelle façon d'organiser les pouvoirs publics, au moment où la vie de nos concitoyens change, au moment où nos agents publics, par les détresses que vous évoquez, dans l'hôpital, dans les prisons, dans les EHPAD, ont justement besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau sens dans leur action et d'une nouvelle façon de considérer leur rémunération et leur mérite. Alors il y a ceux qui souhaitent le conservatisme, qui veulent que tout change pour que rien ne change, et il y a ceux qui veulent, parce que le monde change, être courageux, dire la vérité en face et dire que oui, l'État a parfois été un mauvais employeur, il a parfois mal formé, il a parfois mal accompagné les gestions de carrière, il n'a pas donné l'égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations. Alors oui, dans cette transformation, nous l'avons fait pour le travail dans le privé, nous le ferons dans le public. Gérald Darmanin en forme aujourd'hui je trouve dans le sens de la formule et du léger trolling et qui en tout cas a défendu la vision du gouvernement sur cette transformation de l'action publique. On écoute Benoît Simian. Témoigner tout notre soutien à la famille et aux proches du gendarme décédé hier soir en Gironde suite à des contrôles routiers percutés par un motocycliste. Ma question s'adresse à Madame la ministre en charge des Transports. Benoît Simian qui commence sa question par rendre un hommage à un gendarme décédé. Je vous avoue que je n'étais pas au courant. Madame la ministre, dès son élection, le président de la République s'est engagé à mener une réflexion en profondeur sur l'avenir de nos politiques de mobilité, avec un axe fort, la priorité au transport du quotidien. En septembre, les assises de la mobilité étaient lancées avec un objectif ambitieux, préfigurer la future grande loi d'orientation des mobilités. Le plus grand chantier législatif dans ce domaine depuis plusieurs décennies. Le 1er février dernier, le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu son rapport. 4 priorités ont été retenues. Améliorer la qualité du réseau, lutter contre la congestion routière et la pollution, réduire les inégalités territoriales et se doter d'infrastructures de fret performantes. En tant que membre de ce Conseil, je tiens à saluer la qualité de ces travaux, présidés par Philippe Duron. Vous le savez, les attentes locales sont fortes quant au financement de nouveaux projets structurants pour nos territoires. C'est pourquoi vous avez souhaité, lors de ces assises, procéder à une analyse en profondeur des grands projets d'infrastructures en dressant un bilan coût-utilité. Cette analyse s'accompagne d'un calendrier de lancement des projets en fonction de plusieurs scénarios de financement. En effet, dans un contexte budgétaire contraint, la question du financement des projets d'infrastructures s'avère prépondérante, qu'il s'agisse des grands projets nationaux ou de ceux contenus dans les contrats de plan État-région.
Ce que Benoît Simian appelle des grands projets structurants dans les territoires, c'est la construction, je sais pas moi, d'une ligne de TGV, d'un truc d'autoroute, d'une usine, d'une centrale nucléaire ou pas d'ailleurs, peu importe, mais vous voyez des grands projets qui attirent beaucoup d'investissements, qui créent des hubs d'innovation et d'emploi, etc. Et donc Benoît Simian demande à la ministre de bien vouloir préciser ce qu'elle tire comme leçon de ces assises qu'elle a tenues sur tout le territoire en matière de transport. Je précise qu'il est cadre en ressources humaines à la SNCF et il est titulaire d'une maîtrise de droit. Monsieur le député Simian, allez, Elisabeth Borne. Vous m'interrogez suite à la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures jeudi dernier. Alors, je voudrais rappeler le rôle de ce comité qui visait à identifier nos priorités en matière d'infrastructures avec deux enjeux prioritaires, l'entretien et la modernisation des réseaux existants et les transports du quotidien. Comme un aéroport, par exemple. Philippe Duron et l'ensemble des membres du Conseil d'orientation des infrastructures et donc vous-même, monsieur le député, pour l'énorme travail réalisé. Je sais que le Conseil a beaucoup concerté et consulté avec plus de 500 réunions avec des élus, des ONG, des acteurs des transports, des associations. Je note également avec satisfaction que ce rapport a été adopté à l'unanimité des parlementaires de tous bords qui participaient à ce comité, des représentants des collectivités et des experts. Et je pense que nous pouvons être fiers de cette démarche inédite, car elle permet de proposer... Oui, donc là c'est de l'autofélicitation, on a beaucoup travaillé, on a concerté, c'est sympa, mais c'est quoi les conclusions? Que ça n'a pas toujours été le cas par le passé, où les gouvernements ont beaucoup promis sans se préoccuper des financements. Beaucoup promis sans se préoccuper... Ça, Elisabeth Borne, elle dit un truc intéressant, elle dit les gouvernements précédents ont beaucoup promis sans se préoccuper des financements. Elle fait directement référence à Manuel Valls, que l'on voit ici, ancien Premier ministre, qui a lancé des chantiers comme le canal Seine-Nord par exemple, comme la ligne Lyon-Turin, comme Notre-Dame-des-Landes, ce genre de trucs-là. Concernés par les financements évoqués dans le rapport. D'ici fin février, le gouvernement aura arrêté un scénario et in fine, ce sera le Parlement qui aura à se prononcer sur la programmation des infrastructures de façon à donner à chaque projet et à chaque territoire la consistance et la visibilité nécessaire. Elisabeth Borne qui, dans sa réponse, s'en est pris à ses prédécesseurs. Ça n'a pas été apprécié par ses prédécesseurs qui sont présents dans l'hémicycle. Un peu de calme, monsieur Habib. Vous avez été à ma place pour présider de nombreuses séances dans le précédent mandat. Et je crois que, comme moi, vous cherchiez à ce que nos débats se fassent correctement et qu'on ne cherche pas à couvrir la parole de celui qui l'a. Et elle est maintenant à monsieur Carvounas. François de Rugy qui rappelle le député Habib en lui disant vous avez vous-même été président de séance, donc ça va. Hein. Comme quoi on peut être ancien président de séance et foutre le bordel. Luc Carvounas. Sauriez-vous me dire qui est l'auteur de cette déclaration? Nous devons renouer avec le goût du risque et renoncer à la peur de l'échec. Nous ne sommes pas une nation d'acier faite par des femmes et des hommes qui n'ont pas osé, au contraire. Il s'agit d'Emmanuel Macron, à ses vœux la semaine dernière aux forces vives. Sans déconner. Pourtant, la surprise générale, vous avez annoncé, voilà, 2 semaines, par voie de presse, de manière brutale et inélégante, l'abandon de la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. En 2 feuillets, vous avez décrété la mort d'un projet porté depuis 7 ans par les grandes écoles, par les grands groupes, par des milliers de maires, l'État et même un certain Emmanuel Macron, à l'époque ministre. Tous les connaisseurs du dossier savent que la France avait les grandes chances de l'emporter face à l'Azerbaïdjan, au Japon et à la Russie. Excusez-moi, j'ai une question. Il n'est pas candidat au PS? En octobre dernier. Si, il fait bien partie des candidats déclarés à la tête du Parti Socialiste. Ok. Sur le plateau de Sacré. Vos arguments sont peu convaincants, monsieur le Premier ministre. Lorsque vous étiez maire du Havre, il faut le dire, ce dossier vous intéressait peu. La réalité politique est que derrière ce recul spectaculaire, c'est l'abandon du Grand Paris Express que vous préparez. Luc Carvounas, le député des Yvelines, pardon, du Val-de-Marne, excusez-moi, qui pose une question. Il a été maire d'Alfortville. C'est important qu'il pose une question sur l'abandon de l'organisation de l'exposition universelle parce que ça aurait été son territoire à lui qui en aurait grandement profité. Il a parlé depuis tout à l'heure du plateau de Saclay. Pour ceux qui ne connaissent pas le plateau de Saclay, c'est une zone dans le sud de Paris dans laquelle il y a beaucoup d'investissements, d'universités, d'entreprises. C'est un gros hub d'excellence en gros. Et Luc Carvounas, il est très triste de l'abandon de l'exposition universelle.
Merci. Et il en veut au gouvernement pour ça. La parole est à Madame Elisabeth Borne. C'est Elisabeth Borne qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carvounas, en effet, le Grand Paris Express est un projet essentiel pour le développement de la région capitale et il va profondément transformer la vie de millions de Franciliens. Le Grand Paris Express, c'est le nouveau métro qui va faire le tour de l'Île-de-France. Considérable, avec 200 km de nouvelles lignes de métro, 90% en souterrain, 68 et le prolongement d'autres lignes aussi à travers Paris. C'est un des chantiers les plus importants au monde. Et ce projet pose de nombreux défis techniques et humains, avec un rythme de travaux souterrains en Île-de-France qui sera 4 fois plus important que ce qui s'est réalisé ces dernières années en France. Et les récents incidents sont aussi venus nous rappeler qu'un tel chantier n'est pas sans risque et que nous devons collectivement nous mobiliser pour qu'il ne se traduise pas par des difficultés pour la mobilité quotidienne des Franciliens. Et tous les experts nous alertent aussi sur le défi en termes d'ingénierie. Ouvrir tous les chantiers en même temps, ça serait courir le risque qu'aucun n'aboutisse dans les délais. La vérité oblige aussi à dire que ce projet hors norme a un coût et que d'importants dépassements ont été constatés. T'imagines si sur chaque future gare du Grand Paris Express, il y a une ZAD? De le dire et je le redis, le schéma d'ensemble n'est pas remis en cause. Nous devons travailler à un phasage qui prenne en compte les enjeux techniques et financiers. Nous avons entamé mi-janvier des consultations avec les parlementaires et les collectivités concernées. Ces concertations se poursuivent. J'ai reçu ce matin les présidents de l'ensemble des départements d'Île-de-France, la maire de Paris, la région Île-de-France, représentée par son vice-président en charge des transports. Et c'est bien l'ensemble des chantiers qui peuvent être lancés. Une ZAD, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Tu sais, une zone à défendre avec des militants écologistes qui occupent le terrain pour protester contre la réalisation d'un grand projet. Elisabeth Borne qui donc fait une réponse circonstanciée et technique à la question de Luc Carvounas en parlant du Grand Paris Express, en lui disant que c'est un chantier titanesque. On parle quand même de la création de plus de 200 km de lignes, enfin c'est énorme quoi. Et donc en gros ce qu'elle lui répond c'est qu'on n'abandonne pas le projet, mais on va reposer un peu les trucs sur la table et on va pas tout lancer en même temps, on va faire un phasage, on va organiser les choses. Voilà. L'alimentation, Stéphane Travert. L'agriculture est le cœur battant de notre pays. Elle est une fierté collective parce qu'elle produit ce que nous avons de plus cher, notre alimentation. C'est un atout économique, l'essence même de l'identité de nos territoires qu'elle entretient et la vie de nos bourgs. Elle est riche de ses savoir-faire, mais surtout de ses paysans, des agricultrices et des agriculteurs qui aujourd'hui traversent une crise morale insupportable. Des hommes et des femmes qui, au fil de l'histoire, ont transformé leur travail, transformé leur outil de travail et qui continueront à le faire pour permettre un nouveau modèle agricole que nous appelons de nos vœux, alors même qu'ils sont souvent montrés du doigt. Monsieur le ministre, je parle là d'un monde paysan en détresse, déterminé mais isolé, avec des travailleurs acharnés qui œuvrent parfois jusqu'à 80 heures par semaine pour 350 € par mois. Des femmes et des hommes qui font travailler leurs aînés pour sauver leur exploitation. Des jeunes diplômés qui peinent à s'installer pour extraire les richesses de notre terre. Ce constat, je sais que vous le partagez, que c'est en ce sens que vous avez impulsé les États généraux de l'alimentation qui sont une véritable réussite et que je tiens à saluer. Guillaume Chiche donc qui revient sur le sujet de la semaine dernière, à savoir l'agriculture et les États généraux de l'alimentation qui se sont conclus avec la remise d'un projet de loi adopté en Conseil des ministres la semaine dernière par Stéphane Travert. Donc c'est le début des discussions parlementaires. Guillaume Chiche, je vous avoue que je ne l'attendais pas particulièrement sur des questions agricoles puisqu'il est cadre dans une entreprise qui fait de la logistique en milieu urbain. Il n'est pas exploitant agricole alors qu'il y en a d'autres dans l'hémicycle qui sont eux-mêmes agriculteurs, on en a déjà entendu. Bon, peu importe à la limite, il pose une question sur les États généraux de l'alimentation. Qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être soutenu et surtout qui a besoin enfin de pouvoir vivre de son travail. Alors monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment comptez-vous mettre en cohérence nos orientations politiques agricoles avec le futur zonage ICHN? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane. Et c'est donc Stéphane Travert, assez logiquement le ministre de l'Agriculture, qui va défendre son projet de loi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, monsieur le député Guillaume Chiche, m'interroger sur les zones défavorisées simples et avec de nombreux parlementaires ici sur ces bancs, vous relayez l'inquiétude légitime de bon nombre d'agriculteurs et d'éleveurs sur bon nombre de territoires.
Soyez assuré, monsieur le député, de mon engagement à travailler, à concerter, à faire en sorte que ce zonage puisse se faire de manière équilibrée, équitable et soutenable. Vous le savez, je vais le répéter, ce que je disais la semaine dernière, c'est que cette carte, elle a été édifiée en 1976. Et le visage de l'agriculture française, depuis 1976, il a bien évolué, il a changé. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur et la Commission européenne nous demande de porter ce zonage pour le 1er mars 2019 et nous devons rendre nos conclusions dans le mois de mars prochain. Et nous travaillons, nous concertons, nous écoutons l'ensemble de celles et ceux qui, aujourd'hui, peuvent avoir des craintes légitimes sur ce sujet des zonages. Soyez assurés que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires et l'État sera présent pour accompagner les éleveurs qui, demain, sortiront de ces zones parce qu'il y en aura. Il faut tenir un langage de vérité et moi je veux le tenir. Ce serait irresponsable de ma part de dire que les choses resteraient comme avant. Mais je veux vous dire aussi, monsieur le député, qu'à ce stade, rien n'est arrêté. Nous n'avons pas encore publié de carte définitive. Toutes les options que vous avez pu voir ces derniers temps... Ouais, on est sur le même sujet que la semaine dernière. C'est un sujet très technique mais qui angoisse beaucoup les agriculteurs. C'est la question du zonage. J'ai presque envie de faire un parallèle qui n'a rien à voir mais pour que vous compreniez l'importance du truc, c'est un peu comme la carte scolaire, vous voyez. C'est juste la définition sur une carte de zone qu'on considère comme prioritaire ou pas, et le simple fait de bouger le trait, en fait, ça pose plein de questions pour plein d'agriculteurs, etc. Donc c'est un vrai sujet. Stéphane Travers se veut rassurant, mais on sent que les agriculteurs et les éleveurs sont assez inquiets. Le préfet Claude Érignac était assassiné. Au nom du groupe UDI et de l'ensemble des collègues députés, je souhaite lui rendre hommage, ainsi qu'à l'ensemble du corps préfectoral. Thierry Benoît, qui donc commence sa question lui aussi par un hommage au préfet Érignac, 20 ans après l'assassinat de ce représentant de l'État en Corse. La République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ainsi que l'État de droit. C'est en tant que député breton, en tant que député de la nation, mais aussi en tant qu'élu breton, que je m'exprime. Je demeure résolument favorable à plus de décentralisation et de subsidiarité exercée au niveau des régions. Naturellement, je reste un fervent défenseur de la réunification des 5 départements bretons, n'ai-je pas, mon cher président? Mon cher président François de Rugy, lui aussi élu breton. Nos amis corses et français, bien sûr, à l'heure où nos voisins catalans se déchirent, comment le gouvernement compte-t-il confier plus de compétences aux régions en tenant compte de leurs spécificités et en restant garant de l'unité républicaine, sans oublier d'inscrire cette politique dans la trajectoire du projet européen? Voilà, monsieur le ministre, l'un des défis de notre époque. Concilier l'histoire de nos régions, leurs racines, leur culture et leurs traditions, avec une vision moderne et ouverte sur le monde qui donne confiance et espérance aux populations et permettent ainsi de faire vivre la devise européenne unie dans la diversité. Thierry Benoît qui fait preuve de beaucoup de subtilité et de précaution langagière en abordant évidemment la question corse. Vous l'aurez tout à fait compris, on parle bien de la Corse quand il parle d'organiser de bonnes relations entre l'État et les territoires. Benjamin Griveaux qui répond. Au moment où le président de la République est en Corse pour rendre hommage au préfet Érignac, il est bon de rappeler qu'en son article 1er, notre Constitution dispose que la République est indivisible. C'est parce qu'il incarnait notre République, ses valeurs et son unité que le préfet Érignac a été lâchement abattu dans le dos il y a 20 ans sur un trottoir d'Ajaccio. Notre mission commune, sur tous les bancs de cet hémicycle, quels que soient les territoires dont on est élu, c'est de faire vivre cette unité partout, sur tous les territoires de la République. Et pour autant, vous l'avez dit, monsieur le député, soyez certain que le gouvernement n'ignore pas que la République est aussi organisée de manière décentralisée.
et que nos territoires... Je rappelle que la décentralisation, c'est le principe qui veut que dans les territoires, on s'organise pour les questions territoriales au niveau du territoire. En gros, c'est pas à Paris qu'on prend des décisions sur sur les sujets locaux des territoires. C'est ça qu'on appelle la décentralisation. C'est les conseils régionaux, c'est les conseils départementaux, c'est les mairies. C'est voilà, un principe d'organisation décentralisée. Chaque administration de laisser la plus large place possible au pouvoir réglementaire local. C'est aussi l'engagement du gouvernement à s'atteler, disons, à simplifier des normes souvent complexes, centralisées, tatillonnes, qui laissent trop peu de pouvoir aux collectivités locales et qui vont contre le principe même de subsidiarité. C'est le sens de la mission qui a été confiée à Alain Lambert et à Jean-Claude Boulard par le Premier ministre pour faire une mission de revue du stock des normes existantes et aller vers plus de simplification. Vous le voyez, monsieur le député, notre objectif que je sais partager, c'est d'avoir une relation de confiance entre l'État et les collectivités fondée La sur la parole liberté. est à monsieur Bruno Millienne. Voilà, on tâtonne encore sur ce dossier Corse. On va en entendre parler, à mon avis, pendant ce quinquennat. Monsieur le Président. Ça va pas se régler en un claquement de doigts. Ministre d'État à la transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, comme chacun le sait, les crues de ces dernières semaines ont été dévastatrices pour un grand nombre de communes. En Île-de-France, les collectivités des bords de Seine n'ont pas été épargnées et tentent, autant que faire se peut, avec le concours des services de l'État à qui je tiens de rendre hommage, de secourir et d'accompagner au mieux nos concitoyens sinistrés. Nous avons tous en tête ces belles images de solidarité spontanée. En revanche, monsieur le ministre, depuis quelques jours, c'est une autre image, insoutenable celle-là, que nous avons à l'esprit et qui nous rappelle une problématique environnementale de grande ampleur, celle de la pollution fluviale et dans ce cas précis de la pollution de la Seine. Cette image du barrage de Méricourt dans les Yvelines fait le tour des réseaux sociaux et des médias depuis 3 jours. Elle nous montre 200 tonnes de déchets agglutinés sur 8000 m², et ce n'est évidemment que la surface visible de l'iceberg. J'ai pas vu ça. Alerté par le maire de Méricourt, Philippe Gesselan, à qui j'apporte mon soutien total, je me suis rendu sur place pour constater de visu ce phénomène de pollution. C'est un problème récurrent, certes aggravé par les crues, mais auquel les pouvoirs publics ne peuvent rester insensibles. Présent sur place, Voies navigables de France, qui est responsable de la gestion du domaine fluvial, s'est engagé à recueillir les déchets dans la semaine et bien évidemment à ne pas ouvrir les écluses pour ne pas laisser filer ces déchets en aval du fleuve. Merci beaucoup Fanny d'avoir partagé dans le chat un lien vers ce dont est en train de parler Bruno Millienne, le député MoDem, à savoir une pollution fluviale en lien avec la crue, si j'ai bien compris. Donc apparemment c'est dans son département des Yvelines que ça s'est passé, donc il demande au gouvernement qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je précise que Bruno Millienne, c'est un ancien journaliste sportif et il a également bossé chez M6, dont il a été directeur de la continuité de l'antenne. Avec l'État et VNF, nous pourrions, par voie expérimentale, identifier les principaux points noirs de retenue de déchets et les traiter préventivement. VNF, c'est Voies navigables de France. VNF, c'est l'agence de l'État qui s'occupe des canaux, des fleuves, des rivières, etc. Poisson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et c'est Brune Poisson qui va répondre à la place de Nicolas Hulot qui ne m'a pas l'air d'être présent. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Millienne. Notre pays a malheureusement connu le mois de janvier le plus pluvieux depuis 1959 avec des crues particulièrement importantes. Et permettez-moi d'ailleurs d'assurer aux personnes sinistrées, à travers la représentation nationale, du plein engagement de l'État, mais aussi des services de l'État à leur côté. La décrue s'amorce enfin maintenant et nous sommes passés à un stade où plus aucun département n'est en vigilance orange. Les inondations et les catastrophes naturelles, de manière générale, se traduisent souvent, et c'est bien évidemment extrêmement regrettable, par des flux importants de déchets qui sont charriés par les flots. Ces déchets sont souvent stoppés par des écluses. Et sur la Seine, il y a 2 points importants sur lesquels ils s'accumulent, à Suresnes et de façon plus spectaculaire, comme vous l'avez souligné, à Méricourt. Il nous rappelle bien sûr l'importance évidemment de traiter ces déchets avec la meilleure gestion possible en amont, mais il requiert dans l'immédiat, aujourd'hui et dans la semaine, des mesures d'urgence spécifiques d'enlèvement et de traitement. Voies navigables de France s'est mobilisée pour assurer l'enlèvement de l'ensemble de ces déchets avant la réouverture des écluses. Et Voies navigables de France a ainsi fait appel à des prestataires pour un coût de plus de 120 000 €. Au moment de la décrue,
Des opérations de nettoyage des berges seront également à prévoir et VNF s'associera avec les acteurs. Ok, donc si je comprends bien, en fait, il y a des gros déchets qui flottent et qui du coup avancent avec les canaux et la Seine, etc. Et dès qu'il y a une écluse, du coup les déchets s'arrêtent, ça fait une rétention de déchets et c'est dégueulasse. 25 mètres de large et 40 cm. Et ça va coûter 100 000 balles à retirer, putain. Mais soyez bien assurés, monsieur le député, qu'absolument aucun lâcher de déchets n'a pu être effectué et que nous prenons pleinement la mesure de la situation. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Annie Chapelier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Aujourd'hui, 6 février, est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Pourquoi? L'excision. Parce que dans le monde, c'est près de 200 millions de femmes et de filles qui sont excisées, infibulées ou qui ont subi d'autres formes de mutilations génitales. Parce que cette pratique d'un autre temps non seulement existe, mais même en extinction dans de nombreux pays. En France, c'est près de 60 000 femmes qui vivent excisées. 60 000. Ces femmes qui viennent en France dans un contexte migratoire, voulu ou subi, de plus en plus nombreuses, sont originaires de pays où cette pratique est parfois si généralisée que c'est jusqu'à 95% des femmes qui sont excisées. Ce sont aussi des fillettes et des adolescentes nées en France qui, lors de ce qui aurait dû être un simple voyage de vacances dans la famille, se transforment en cauchemar, voyage dont elles reviennent abîmées, diminuées, mutilées. Si la volonté de se conformer à la coutume est la principale raison invoquée, elle ne justifie en rien la continuation de ces pratiques. La tradition, si elle va à l'encontre de la dignité humaine, ne mérite pas d'être perpétuée. Emmanuel Macron l'a dit, il n'y a aucun relativisme culturel qui puisse expliquer qu'on réduise et qu'on mutile. Aussi, je suis fière d'être française lors d'une journée internationale comme celle-ci, car la France est l'un des premiers pays européens à avoir criminalisé l'excision. C'est en France que la technique chirurgicale de réparation a été mise au point. En France encore, que cette intervention... Ouais, c'est un médecin dont j'ai oublié le nom, enfin c'est une équipe de médecins dont j'ai oublié le nom qui s'est fait une spécialité de réparer le corps de ces femmes mutilées. Je rappelle que l'excision, c'est cette pratique absolument ignoble qui consiste à sectionner le clitoris d'une petite fille pour lui empêcher toute sa vie de ressentir du plaisir sexuel. C'est horrible et c'est fait par tradition, religion, je ne sais quoi. C'est l'horreur. Annie Chapelier, elle est infirmière anesthésiste, infirmière en libéral, elle travaille au bloc. C'est une spécialiste des questions de santé. Merci. Et elle est élue La République En Marche et donc elle apporte dans l'hémicycle cette question de la lutte contre l'excision, cette pratique absolument barbare. Je précise d'ailleurs qu'elle a exercé avec Médecins Sans Frontières dans le cadre d'une mission humanitaire en République démocratique du Congo. Madame la députée, on écoute la ministre de la Santé. Je vous remercie d'avoir soulevé ce sujet. Les mutilations sexuelles féminines constituent une violence inacceptable. Ces pratiques représentent une atteinte fondamentale à l'intégrité physique des filles et des femmes et entraînent de graves conséquences physiques et psychiques. Ni la tradition, ni la coutume ne justifient une telle remise en cause des droits fondamentaux. Pour faire reculer cette pratique, pour lutter contre l'excision des jeunes filles, la mobilisation, la formation et la vigilance des professionnels de santé sont nécessaires. De nombreuses actions d'information et de sensibilisation ont été menées ces dernières années via les professionnels ou via des associations et elles doivent se poursuivre. C'est également un enjeu pour le droit d'asile en France. Il doit permettre de protéger les jeunes filles de ces pratiques inacceptables. La lutte contre les mutilations sexuelles féminines s'inscrit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, évidemment. Et je rappelle le site stopviolencefemmes.gouv et le numéro d'écoute gratuit disponible 7 jours sur 7. Avec ma collègue Marlène Schiappa, nous veillerons à ce que ces actions se poursuivent, comme l'a rappelé le président de la République. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aucune exception culturelle ne justifie la barbarie de l'excision. Nous devons avoir une attention particulière pour les femmes migrantes qui cherchent à fuir l'excision pour elles ou pour leurs petites filles. Je vous remercie. Agnès Buzyn, donc, qui, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'excision, La parole est à monsieur Jean-Jacques Gaultier. a rappelé la détermination du gouvernement et de l'État à lutter contre cette pratique barbare et à protéger les populations qui en sont victimes. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne votre projet de limitation de vitesse à 80 km. Partout en France, ce week-end, comme le week-end précédent, c'est un cortège de pétitions, de manifestations, de protestations, d'automobilistes et de motards réunis
déjà excédés par les hausses de carburant, les hausses de péage, les hausses du coût du contrôle technique. Ce ne sont pas des inconscients ni des incompétents. Vous n'avez pas le monopole de la sécurité routière, Monsieur le Premier ministre. Ils sont d'accord sur l'utilisation de l'itélotest, sur l'interdiction du téléphone au volant, sur les limitations de vitesse très strictes en agglomération, mais ils constatent, comme nous tous, que les dépassements seront de plus en plus difficiles, de plus en plus dangereux, et qu'il sera pratiquement impossible de doubler des camions circulant à la même vitesse. Les chiffres on peut plus doubler les camtars interministériel de sécurité routière viennent d'être officialisés. Ils montrent une baisse du nombre de morts en 2017, moins 1,2%. Certes, un peu plus de blessés, certes, un peu plus d'accidents, mais moins de morts sur les routes françaises en 2017, Monsieur le Premier ministre. Nous n'avons toujours pas connaissance officiellement des résultats de l'expérimentation réalisée sur 2 ans et sur 80 km. Et pour cause, parce que celle-ci est inexploitable d'un point de vue statistique et scientifique en termes d'accidentologie, comme l'a rappelé lui-même le délégué interministériel à la sécurité routière. Nous n'avons pas non plus pris... C'est intéressant ça, on a expérimenté mais on ne peut pas exploiter les résultats d'expérimentation. Dont les gouvernements ne sont là encore ni incompétents ni inconscients et qui tous autorisent une vitesse entre 90 et 100 km/h. Et ils font pourtant mieux que nous en termes de mortalité, avec plus d'habitants, plus de voitures, plus de trafic. Nous n'avons pas, enfin, les résultats du groupe de travail parlementaire du Sénat. Alors je vous demande solennellement de renoncer à cette mesure, de ne pas signer ce décret avant d'avoir... Jean-Jacques Gauthier, le député des Vosges, qui est médecin, surtout directeur d'un laboratoire d'analyse médicale, qui a été le maire de la ville de Vittel. Vous savez les bouteilles d'eau, et ben voilà, il a été maire de Vittel. Et donc il demande au gouvernement de ne pas baisser la vitesse sur les routes intermédiaires à 80 km/h. Depuis 4 ans, depuis 4 années, la mortalité routière augmente. Chaque jour, ce sont 9 de nos concitoyens qui perdent la vie sur les routes de France. Chaque jour, ce sont 7 fois plus de blessés qui ont des séquelles, et vous êtes médecin, qui ont des séquelles physiques, psychologiques, parfois à vie pour eux et pour leurs proches. Face à cette situation, il y a le choix de ne rien vouloir changer ou il y a le choix d'assumer des décisions difficiles. Ce gouvernement a fait le choix, et ça a été annoncé par le Premier ministre le 9 janvier dernier à l'issue d'un comité interministériel, d'abaisser notamment parmi un rang de mesures la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur de voies. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que plus de 55% des accidents meurtriers sur les routes se situent sur ces axes routiers. Nous l'avons fait parce que des études nous démontrent que nous pouvons sauver 400 vies par an grâce à la baisse de 90 à 80 km/h sur ces axes routiers secondaires. Nous l'avons fait également parce que l'expérimentation que vous mentionnez, qui a été conduite entre 2015 et 2017 sur 86 km et non pas 80 dans 4 départements, a des résultats probants. Alors, monsieur le député, de quoi avez-vous peur? Le Premier ministre s'est engagé à ce que cette mesure s'applique le 1er juillet 2018. Je vous donne rendez-vous et prenons date ensemble le 1er juillet 2020. Et si, à cette date-là, observons avec objectivité, avec précision et avec responsabilité les résultats et tirons-en ensemble les conclusions. C'est cela l'honneur de la politique. Benjamin Griveaux qui propose un deal, clairement, au député en lui disant écoute, en juillet 2018, en juillet prochain, on baisse la vitesse à 80 km/h et je te propose que dans 2 ans on se retrouve et on voit. On regarde les chiffres, on regarde la mortalité, on regarde l'accidentologie et on verra. Si ça a baissé, c'est que c'était une bonne mesure et que ça a été utile. Si ça n'a pas baissé, c'est que c'était une mesure inutile et on reviendra à 90 km/h. Voilà, c'était le discours de Benjamin Griveaux. Vous avez entendu que c'était particulièrement houleux, évidemment c'est un sujet qui intéresse beaucoup les automobilistes en ce moment. Vous savez qu'il y a des motards en colère qui font des manifs, il y a des gens qui râlent, etc. Voilà, c'est un sujet, la vitesse de circulation. Il y a des bons arguments de part et d'autre sur l'accidentologie, etc. Vous avez entendu le député qui a souligné un certain nombre de choses, comme par exemple le fait que l'expérimentation, on peut pas en tirer les conséquences, comme le fait que il y a d'autres pays dans lesquels ça marche pas, on baisse pas la vitesse à 80 km/h et pourtant ils ont des meilleurs résultats que nous sur les accidents, les blessés et les morts. Donc c'est la preuve que
qu'il n'y a pas que la vitesse. Voilà, tout ça est très intéressant, c'est le but de ces questions au gouvernement. Je sais que Sylvain a des idées très arrêtées sur la question de la vitesse de circulation des voitures, puisque Sylvain n'a plus de bagnole depuis un mois et qu'il aimerait bien aller à 80 km/h, Sylvain. Comment elle va ta voiture, Sylvain? Vas-y, allume ton micro. Oui, j'allume mon micro parce que je me tais pendant les QG. Je sais pas, elles vont comment tes dents? Voilà, elles sont au garage, elles aussi. Voilà, voilà. Pareil. Hein, bon. Voilà, c'est la fin donc de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, particulièrement dense, avec des sujets de fond. Il n'y avait pas une grosse actualité particulière qui a monopolisé l'attention de tout le monde. Il y avait plein de petites actualités sur des sujets très intéressants les uns les autres. On a vu tout un tas de députés différents, de différents territoires, poser des questions localo-nationales. Même si les questions locales, j'ai toujours trouvé dans les questions au gouvernement que c'est souvent en fait des questions assez intéressantes. Vous voyez par exemple à la question dans les Yvelines de la pollution à cause des écluses, des voies navigables, etc. C'est une question plus globale sur comment est-ce qu'on gère la pollution dans nos cours d'eau partout sur le pays. Donc voilà, c'est pas que des questions locales, mais voilà, j'en profite pour remercier du fond du cœur les bénévoles qui se sont mobilisés pour la préparation de cette émission. Un grand merci à Amy, Raphaël, Samuel et Benoît. Merci à vous quatre, vous avez été top encore une fois. Merci beaucoup, merci à Sylvain en régie. Et voilà, on peut en discuter. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous dans le chat. Vive les pneus cloutés. Et ben voilà, très intéressant. Vive les pneus cloutés. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette séance. On a abordé beaucoup de sujets. D'ailleurs, attends, je vais retourner sur le site de l'Assemblée nationale, parce que ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, il nous faut un micro compte rendu. Ouais, voilà. C'était pas ça, c'était toutes les séances en cours, la séance publique, questions au gouvernement, tac. Ouais, voilà. Ça a commencé avec Bernalicis. Le député insoumis qui a posé une question sur comment dire, la réforme de la fonction publique. Il a accusé en gros le gouvernement de préparer un plan de suppression d'emplois, hein, tout simplement, appelez ça comme vous voulez, mais pour lui c'est un recul du service public, un recul du nombre de fonctionnaires, alors même que l'hôpital, l'école, l'université, les EHPAD, tout le monde a besoin de plus de fonctionnaires et le gouvernement veut retirer des fonctionnaires. Ça a été l'occasion pour lui d'un échange assez musclé avec Olivier Dussopt, le ministre qui s'occupe de ce sujet-là, ministre qui a été traité de ministre transfuge par Hugo Bernalicis, puisque Olivier Dussopt est un ancien député de gauche. Voilà, donc un dialogue assez intéressant sur ce sujet-là. C'est un sujet qu'on a réabordé plus tard dans la séance, parce que d'autres députés ont abordé la même question, mais dans un dialogue un peu plus calme et moins polémique, mais toujours avec des questions qui se posent, donc ça c'était quand même assez intéressant. On a parlé du plan grand froid et de ce que prévoit l'État pour aider à l'hébergement d'urgence, etc. Donc ça c'était aussi un sujet qu'on avait anticipé. Il y a eu un moment assez lourd parce que le sujet est difficile. Il y a eu deux moments lourds avec des sujets difficiles abordés dans l'hémicycle, mais c'est aussi l'honneur de la politique que de s'intéresser à ce sujet-là. Le premier c'était le suicide des jeunes, qui est un vrai drame. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est le député Cyril Isaac Sibyl qui a trouvé les mots justes pour parler de ce sujet-là et demander au gouvernement ce qu'il comptait faire pour prévenir, prendre en charge et accompagner pour lutter contre ce fléau qui est celui du suicide des jeunes. Et plus tard on a eu une autre question sur un sujet aussi lourd, c'était Annie Chapelier qui a parlé des mutilations sexuelles féminines. Un mot, une expression bien complexe pour désigner une horreur qu'on appelle aussi l'excision. Voilà, et donc c'était deux moments importants sur des sujets de santé comme celui-là. C'est bon Sylvain? Pardon. Non mais il n'y a pas de problème, ça n'a pas coupé, le live est toujours... Oui, okay, j'ai juste fait n'importe quoi, c'est tout. Ok, comme d'accord. d'hab. Parce que j'étais en train de parler de mutilation sexuelle féminine en plus. Bravo, hein, très très bon goût Sylvain, super, hein, vraiment, continue comme ça. Désolé. Donc bref, voilà, deux moments un peu chargés comme ça en émotion. Il y a eu aussi à deux reprises un hommage qui a été rendu au préfet Erignac. Je rappelle que ça fait 20 ans maintenant que le préfet Erignac a été assassiné à Ajaccio. Dans un moment, donc cet anniversaire tombe dans un moment très particulier puisque, comme vous le savez, comme je le disais en introduction, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu aux Corses
en Corse, la Corse qui a fait gagner aux dernières élections les indépendantistes et les nationalistes. Donc voilà, sujet intéressant sur la Corse, on sent qu'on est au début d'un sujet, que ça va prendre du temps et qu'on va encore en entendre parler. Pareil pour l'agriculture et l'alimentation, on en a reparlé aujourd'hui, les éleveurs, les agriculteurs qui s'inquiètent et le gouvernement de son côté qui est dans une phase de projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation, donc ça aussi on va en réentendre parler. Je regarde rapidement de quoi on a parlé aussi. On a parlé du Grand Paris Express, donc ce fameux grand métro autour de Paris. Le gouvernement clairement veut ralentir l'ambition de ses prédécesseurs en disant on va faire les choses dans l'ordre et en économisant notre argent parce qu'il y a des choses qui ont été promises sans être financées. En tout cas c'est ce que dit le gouvernement actuel, hein. Évidemment il y a une polémique là-dessus, mais c'est tout l'intérêt du débat parlementaire. On a parlé orientation des infrastructures, oui bon ça d'accord. Et on a parlé de la concertation, de la consultation autour de la loi Pacte, la fameuse loi Pacte sur la confiance et la transformation des entreprises. Ça aussi c'est un projet de loi dont on va reparler dans les mois qui viennent puisque c'est dans les cartons et c'est en train d'être préparé par le gouvernement et donc la phase de consultation c'est terminé et voilà. D'ailleurs à propos des consultations, il y a de plus en plus de ministères, il y a de plus en plus de services publics, de collectivités locales etc. qui consultent sur internet les citoyens quand ils veulent lancer des réformes. C'est une très bonne chose. C'est une bonne habitude, c'est une forme de démocratie participative grâce au numérique que nous sur Acropolis on aime particulièrement et on espère dans le futur développer des partenariats sur des consultations comme ça parce que c'est toujours intéressant quand l'avis des citoyens est demandé et qu'on vous donne l'opportunité de vous le donner, de le donner, votre avis. Enfin vous voyez ce que on se comprend. On se comprend, voilà. À quand une QAG sur le sujet Acropolis? Mais il n'y a pas de sujet Acropolis. Et puis le gouvernement n'aurait rien à répondre. C'est pas une QAG, c'est une question qu'on pose au gouvernement sur des trucs qui dépendent du gouvernement. Acropolis, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent le gouvernement si ce n'est c'est formidable. Voilà. Serait-il possible de baisser le volume du générique qui est plus fort que ta douce voix? Mais normalement on l'avait fait ça. On l'a fait à peu près 15 fois, on peut encore essayer de baisser encore un peu. Ouais, baisse encore un peu. Effectivement si ça vous arrache les oreilles il faut que vous nous le disiez hein, parce qu'on fait des réglages normalement pour que ça vous arrache plus les oreilles. Il fut un temps par le passé où vraiment ça arrachait les oreilles de tout le monde. Là on avait déjà baissé, bah écoute on rebaisse encore un peu et vous nous direz. Là plus bas ce sera 0 de notre côté. Hein, donc, Ah bah là oui, là on est vraiment au plus bas du plus bas. Je suis désolé. Mais voilà. Encore faut-il écouter ce qui sort de la consultation, et ça les élus ont encore du mal. Parfaitement dit, mais c'est une vraie révolution philosophique sur la démocratie représentative, participative, etc. D'ailleurs, j'en profite si vous habitez à Paris, je vous invite ce soir, si vous le souhaitez, à venir à un apéro du collectif Démocratie Ouverte, dont Acropolis fait partie. C'est un collectif qui réunit des initiatives d'innovation démocratique. Donc il y a Acropolis, mais il y a aussi des trucs que vous connaissez comme Kawa, Vox.org, Parlement et Citoyens, Le Dranche. Il y a il y a toute une myriade comme ça d'initiatives. On est tous réunis au sein de ce collectif et on organise des apéros pour se rencontrer entre gens qui participent à des projets. Et ce soir, si je vous invite particulièrement ce soir, c'est parce que ce soir on fait un apéro sur le thème de la réforme constitutionnelle et j'ai été invité par Démocratie Ouverte à prendre la parole sur ce sujet-là. Donc voilà, si vous voulez boire un coup tout en discutant de la réforme constitutionnelle, j'y serai ce soir. L'événement est sur Facebook. Tapez apéro Déo, apéro Démocratie Ouverte, enfin vous verrez, c'est sur la page de Démocratie Ouverte. C'est de toute façon sur la page Facebook de Démocratie Ouverte. Ça a lieu du côté de la place de la Bastille. Voilà, c'est à la cool, c'est un apéro, il y aura des universitaires, des profs, il y aura des gens sympas qui vont parler de ce sujet cool. Et on parlera notamment de ce sujet-là qui est celui de comment est-ce qu'on fait participer les citoyens à la fabrication de nos politiques publiques, parce que ça c'est quand même un sujet qui est cool. Apéro Déo, ouais, moi aussi je fais le jeu de mots à chaque fois, voilà. Donc il est où cet apéro? Vous verrez tout ça sur la page Facebook de Démocratie Ouverte, de mémoire c'est quartier Bastille. Enfin, oui, c'est dans le 11e. C'est dans le 11e, ouais. Donc voilà, venez, c'est à 19h. Allez, il est 16h17, c'est le moment d'arrêter cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos dons, etc. Merci à tous. Merci Sylvain pour la régie. On se retrouve demain à 13h pour la conférence de presse de sortie du Conseil des... Non, pas du tout. Pas du tout.
Attention, je viens de dire une connerie. On recommence. On recommence. On se retrouve demain à 14h30 pour les questions d'actualité au gouvernement. Et on se retrouvera jeudi pour... Non. Non plus. Recommence. Recommence. Mais c'est jeudi le Conseil des ministres. Oui, mais on ne sera pas là jeudi. Ah putain, c'est vrai, on sera pas là jeudi. Voilà, donc j'ai rien dit. Donc rendez-vous demain 14h30. Parce que le Conseil des ministres a lieu jeudi et ils ne seront pas disponibles pour le commenter. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Je vous explique parce que là, à mon avis, les gens ont rien compris à ce que je viens de dire. Ça. Normalement, le Conseil des ministres, c'est le mercredi. Normalement, Acropolis, le mercredi, fait la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres. Sauf que cette semaine, exceptionnellement, le Conseil des ministres n'est pas mercredi, il est jeudi. Et que malheureusement, on n'est pas disponible jeudi pour le commenter. Donc... On avait déjà 2 rendez-vous de prévus avant qu'ils déplacent le Conseil des ministres. Ouais, et comme l'Elysée a la fâcheuse habitude de déplacer des conseils des ministres sans consulter Acropolis avant, ça fout le bordel. Voilà, donc... Mais je l'ai dit à Emmanuel Macron, hein, je lui ai dit tu fais chier la prochaine fois, tu... Mais c'est à cause de la Corse, hein. C'est parce qu'il est en Corse et qu'il ne sera pas rentré. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. Quand les Corses qui... Pardon. Moi je veux pas de problème, donc du coup... Allez, salut à toutes et à tous, demain 14h30, rendez-vous pour les questions au gouvernement, je vous fais des gros bisous. Mouah, fin de l'émission, générique, ciao, bye.